Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Et salut à tous, on est très content de vous recevoir dans ce nouvel épisode des causeries de Jérôme et Mathieu avec Jérôme et Salut. avec un invité spécial, Florent. Bonjour à tous. Salut, Florent. On a un petit invité surprise aujourd'hui. Voilà, donc c'est très cool déjà, merci de venir avec nous Florent. Merci pour l'invitation. Hein. Bah, c'est normal. Je ne sais pas si vous le connaissez, tu t'appelles sur Instagram un entrepreneur, c'est ça ? Un _ entrepreneur. Ouais, c'est ça. Et on se connaît pas, à part par les réseaux. Moi, je te suis depuis quelques années. Je t'avoue, je sais pas du tout comment je suis tombé sur ton compte. En tout cas, je m'en souviens plus. Et il t'a marqué apparemment. Il t'a marqué parce que... Ouais, franchement, il m'a marqué parce que souvent, je suis assis dans mon canapé à glander et je me dis putain, Florent, c'est un tueur. Il est toujours en train de bosser. Il fait ses travaux pendant que moi, je suis en train de boire une bière sur le canapé. Mais oui, c'est bon. C'est ça. C'est exactement ça. Du coup, l'idée, c'était un peu que tu te présentes, que tu nous dises ce que tu fais. En plus, j'ai cru comprendre, du coup, je sais maintenant ce que tu viens de nous le dire, que tu faisais tes travaux nous-mêmes, donc tu as peut-être plein de choses là-dessus à nous dire. Et il m'a semblé voir une intervention ou des trucs sur les réseaux sociaux où tu parles de DPE, ou comment améliorer ses DPE et tout. Ouais. C'est un peu un sujet cuisant. D'ailleurs, je vois un appartement, il est DPEG, là, si ça intéresse quelqu'un. Je pense que ce serait cool d'en parler. Et ce qui serait chouette, c'est que tu nous dises, que tu nous expliques ce que tu fais exactement, comment t'en es arrivé. Commence par nous parler de toi, ton parcours, quand est-ce que tu t'es lancé dans l'immobilier, de quelle région tu es, pourquoi tu t'es lancé dans l'immobilier et qu'est-ce que tu fais dans l'immobilier actuellement. Vas-y, présente-toi. Ok, ça marche. Bah écoutez, déjà merci encore une fois de m'avoir invité, c'est super cool. Ouais, je suis un entrepreneur sur les réseaux et je partage mon expérience. J'essaye de montrer un peu mon quotidien. Après, je montre les bons côtés comme les mauvais côtés. Comme ça peut. Y a pas de bullshit, quoi. Y a pas de mytho. T'as eu quelques galères, je crois, non ? Ouais, il y a des grosses galères. Ouais, c'est pour ça que je fais mes travaux moi-même. Je vais y revenir, ouais. Mais pour revenir à la base, ouais. Alors moi, c'est Florent. Je vais pas dire où je suis. Je donne pas mon coin à champignons. Je préfère garder comme les anciens disaient jamais où poussaient les champignons. Donc non, mais nous on est dans une raison à champignons. Je suis dans je suis dans l'est de la France, ouais. D'accord. Et donc moi je suis de base, je suis pas du tout du milieu, je suis ingénieur de formation, ingénieur aéronautique. Et par la force des choses, je me suis retrouvé à faire un stage à Toulouse, chez Airbus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça devait pas être du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout mon métier. Donc j'ai quand même continué là-bas parce que j'avais pas le choix, quoi. Fallait bien que je trouve un job. Et arrivé directement dans l'industrie, je me suis rendu compte que voilà, c'était pas du tout pour moi le salariat. Dans les grosses sociétés, c'est compliqué, quoi. On est tout de suite un chiffre. Moi, j'avais fait ingénieur pour qu'on me parle, pour qu'on me fasse utiliser mon cerveau. Sauf que dans les grosses boîtes, tout est déjà processé et on est juste là pour on presse bouton. Donc tu remplis des tableaux Excel, c'est ça ? Ouais, exactement. Là, c'était sur la mise au point des moteurs chez PSA. Et en gros, c'est juste du calcul, c'est du code. Hein. Moi, je bossais sur les paramètres dans les calculateurs. Je faisais des essais sur piste et je faisais les réglages qui rentraient dans le calculateur. Et on avait 19 000 paramètres à gérer. Donc, c'est que du fichier Excel, et c'est infernal, en fait. Ça fait rêver quand t'en parles comme ça, là. Ça donne envie de de suite, je me dis, je vais prendre un avion, je vais aller direct. Je vais me reconvertir ingénieur. Je vais me reconvertir là-dedans. Ah ouais, direct, là, je vais faire du Non, ça faisait pas bander du tout, ouais. À part le fait que tu pouvais conduire, quoi. T'étais dans les bagnoles, tu faisais des essais sur piste.
ça, c'était un peu, voilà, c'était pas l'ingénieur dans le bureau. Là, je pense que c'est vraiment un truc infernal. Enfin, moi, c'est pas du tout mon truc, quoi. D'accord. Et je sais plus comment c'est arrivé, mais c'était en Noël, c'était en Noël 2017, il me semble. Ma sœur qui m'offre un bouquin qui s'appelait la semaine de 4 heures. Je pense que tout le monde connaît un peu. Ouais, Tim On va retourner la tête ce bouquin. Attends, moi je l'ai laissé au bureau, retourner, tu sais, mais la couverture sur le bureau. Sauf que moi, bah, tu sais peut-être pas, mais je suis entre guillemets fils du patron, quoi. Enfin, non, pas entre guillemets, je suis fils du patron. Et les commentaires, c'était ouais, vous avez vu, le fils du patron, il veut plus bosser. C'est 4 heures par semaine. Oh, je m'étais fait lyncher. Oh, le délire. Ouais, bah voilà. Bah, là, moi, je l'ai mangé le livre en 2-3 jours. Après, moi, je l'ai pas fini, hein, mais c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un monde souterrain, il y avait le monde du mec qui se fait tout seul, quoi. Enfin, ou du business, quoi. Du business. Et on est obligé d'être salarié, ouais, c'est ça. Ouais, et puis ensuite, bah voilà, je me suis commencé à m'intéresser. Je tapais dans Google comment faire du fric en gros, et puis voilà, ça parle tout de suite d'IMO et de bourse et de trucs comme ça. Et moi, l'IMO, ça m'a tout de suite parlé, et je me suis lancé, quoi. Je me suis lancé direct. À ce moment-là, du coup, t'étais salarié ou t'étais encore stagiaire? Non, j'étais salarié. Ouais. J'étais salarié, j'avais mon CDI, j'étais posé, j'étais normalement sur la ligne droite du RPBM, le chien, quoi. Donc, ouais, c'est ce que j'allais te dire. RP, scénique, chien, enfant, poussette, t'étais bien parti pour ça, quoi. Métro, boulot, dodo. Ouais, voilà, scénique, scénique, boulot, dodo, quoi. Mais ouais, c'est ça. C'est ça la caisse le vendredi soir, et puis la semaine de congé sur la plage une fois par an. Une fois de temps en temps, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, mais tu sais, cette mentalité-là, là, ce qu'on est en train de dire là maintenant, nous on dit ça parce qu'on sait très bien ce que c'est la vie de l'entrepreneur, mais 80% des gens, pour eux, c'est une vie normale en fait, d'attendre leur congé payé avant de partir en vacances, de se dire que la semaine tu fais rien, tu fais que travailler, t'attends le vendredi soir pour profiter. C'est compliqué, hein. C'est vrai que quand tu as un entourage qui est pas du tout dans ce délire-là et qui a pas du tout cette mentalité, c'est très compliqué de. Même des fois, ça peut créer des conflits. Moi, je sais que j'ai un entourage qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Ils sont plus c'est des salariés, hein. C'est vraiment tous la plupart des salariés. Donc tu sens qu'il y a un décalage en fait. Tu sens qu'il y a vraiment un décalage. On te prend pour un chômeur alors que tu travailles peut-être 2-3 fois plus qu'eux. C'est juste que ça se voit moins ou tu profites la semaine pendant qu'eux ils sont en train de travailler, donc c'est vraiment deux versions différentes, ouais. C'est complètement différent. Mais t'as été salarié, t'as été salarié combien de temps, toi, du coup? Alors moi, j'étais salarié j'ai fait 5 ans, ouais. Pendant 5 ans, j'étais salarié, mais j'ai souffert pendant 3 ans et demi, quoi, parce que j'ai découvert qu'il y avait une issue de secours au bout d'un an, à peu près, 1 an et demi. Et j'ai gardé mon CDI le plus de temps possible parce que je voulais emprunter au maximum, quoi. Et je me suis fait sortir. C'est pas moi qui ai décidé de ma sortie. Je suis assez dégoûté parce que j'avais tout mon scénario prévu de me barrer, de prendre plein de réunions et de les poser et de les mettre un peu dans la merde, quoi. Bon, ça j'ai pas pu. mais voilà. Je me suis fait débarquer à cause du rhume 19. Oui, le fameux, ouais. Voilà, ouais. Parce que, du coup, en fait, ta stratégie, c'est avant de partir, t'as fait des emprunts, t'as quand même fait des investissements quand tu étais salarié? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai emprunté au maximum et mon but, c'était vraiment d'aller jusqu'au moment où le banquier me dirait non, quoi. Que le CDI ne servait plus à rien. Et je voulais vraiment aller essorer le CDI jusqu'au fond, quoi. Parce que dans ma tête, j'étais vraiment le boulot, ça me faisait vraiment chier, hein. Le matin, c'était infernal, mais j'avais quand même un peu ce confort-là de pouvoir décider de mon emploi du temps. Et en fait, je posais des réunions, je me foutais dans une salle et là, j'appelais les agents, je faisais plein de trucs. En fait, j'avais un peu cette. Ouais, je faisais pareil. Je faisais pareil. Moi, j'étais aussi salarié dans une grosse boîte américaine, General Electric, tu dois connaître parce qu'ils font des moteurs d'avion. Ouais. Donc. Et pareil, j'avais pas de planning, donc des fois je me bloquais mon planning. Tu te bloques une après-midi en réunion et pendant ce temps j'allais visiter des immeubles ou j'allais faire le suivi de mes travaux. C'était constamment classique, comme ça. C'est l'avantage quand t'es dans des boîtes comme ça, t'es pas vraiment à ton compte, mais t'es assez libre. Donc
Donc l'un dans l'autre, c'était pas. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai jamais connu un travail où tu dois pointer à 8h30, à midi, tu vas manger à la cantine, à 14h, tu reviens, et à 17h, tu rentres chez toi. Ça, j'aurais jamais pu. T'as un quart d'heure pour pisser à 10h10. Moi, je l'ai fait pendant 3 semaines en stage. Quel... Et en fait, premier stage d'école de commerce, on avait un pote qui avait un laboratoire pharmaceutique, donc je lui ai demandé, le bon planqué, je vais utiliser le réseau direct pour avoir un stage là-bas. Il m'a dit ok, pas de souci. Par contre, comme tous les salariés qui rentrent dans la boîte, les 3 premières semaines, c'est chaîne de production. Mon gars, l'horreur. Tu dois pointer. Tu dois pointer. Ah bah tu pointes, t'arrives à telle heure, tu bouffes à telle heure. Je crois que tu pouvais partir pisser genre une fois dans la journée ou deux. T'as des horaires de malade. Le soir, tu rentres, t'es rincé comme jamais. En plus, moi, genre, je sortais de la première année d'école de commerce, donc t'es vraiment pas rodé à bosser, tu vois. Et là, t'es rincé de ouf. Et ce qui m'avait le plus choqué, c'est qu'on a fêté les 40 ans des salariés sur la chaîne de production, ou les 35 ans. Elle fêtait ses 35 ans de chaîne de production, quoi. J'étais là, genre, ah ouais, quand même. Après, elle a pas l'air malheureuse, hein, mais. Ouais, c'est pas la même mentalité, hein, puis. Des fois, je me dis que c'est pareil. Des fois, c'est une chance, moi, que ma sœur m'ait offert ce bouquin, parce que sinon, je sais même pas où je serais aujourd'hui, mais c'est vraiment ça qui a été le déclencheur, et c'est vraiment un pur hasard, quoi. Vraiment. Donc, il y a, des fois, ça peut jouer soit une rencontre, soit un bouquin. Soit... En fait, il te faut un élément déclencheur qui fait que, qui te met la graine dans la tête pour te dire ok, c'est faisable, ok, c'est envisageable, et c'est pas que des conneries. Il n'y a pas que des gens sur les réseaux sociaux ou sur Internet qui parlent de ça. C'est vraiment réalisable. En fait, tant que tu vois pas que c'est réalisable ou que tu connais pas des gens qui vivent de l'immobilier et qui travaillent dans l'immobilier, tu t'en rends pas compte, en fait. C'est juste ça. C'est un monde parallèle qu'on connaît pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. En tout cas, ce que tu dis sur le CDI, ceux qui veulent quitter leur boulot, tu as bien raison de dire qu'il faut rester le plus longtemps. Enfin, il faut rester le plus longtemps possible pour essorer le CDI le plus possible, quoi. Ouais, parce que derrière, après, c'est compliqué. Après, une fois que tu es tout seul, en fait, t'es vu comme un chômeur par le banquier. Voilà, si tu arrives avec un gros projet, même avec un projet même normal, enfin normal, faut définir normal, mais le banquier te voit comme un chômeur en slip dans le canapé, et voilà. Donc si t'es le chômeur qui a pas d'expérience en immobilier, ouais, ça c'est sûr. Ou le gars qui a zéro expérience, qui est au chômage, qui est dans son canapé et qui dit du jour au lendemain qu'il va présenter un projet immobilier, ça c'est sûr que c'est compliqué. Mais par contre, les banques qui voient que une personne qui a de l'expérience, qui n'est pas forcément salarié, qui a son compte et qui est professionnel dans l'immobilier, là par contre, là, ça change la donne. Ça change clairement la donne. Ça change la donne, mais ça reste compliqué de décrocher les premiers prêts. Juste après avoir... clairement. Ouais. Et donc voilà. Donc moi c'est comme ça que j'ai fait mes premières associations. Ensuite c'est pour pouvoir avancer, continuer d'avancer, et puis pouvoir enchaîner quoi. Et du coup t'as commencé par quoi je sais pas, tes projets, t'as fait quoi d'abord? Mon premier bien, c'était j'ai fait tout un podcast dessus, où je retrace vraiment tout ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est des choses qui intéressent les gens. Mais j'ai commencé par un appart tout simple en copro, parce que c'était en 2018 ou 19, et il y avait une grosse hype sur les immeubles de rapport. Tout le monde voulait son IDR, l'IDR, le machin, le truc. Sauf que l'IDR, normalement, quand tu achètes en gros, donc tu dois payer moins cher. Et là, en fait, tout le monde voulait son immeuble, et en fait, les prix ils ont explosé sur les immeubles. Et je me suis dit allez, laisse tomber. Moi, je vais aller voir dans les copros. Et moi, j'ai fait que des petits achats d'immeubles un peu partout, mais ça se passait très bien, des petites copros tranquilles. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai commencé avec un seul appart dans une copro. J'avais acheté l'appart 27 000 €, je crois. J'étais tombé sur un pareil encore une fois. Encore une fois, je suis tombé sur un. Ouais, avec un garage. Ah oui, quand même. Je me disais aussi, c'était un peu cher. Ouais. Il y avait le chiotte sur le palier, donc le chiotte n'était pas dedans. Et mais je suis tombé sur un super agent immobilier. Là aussi, c'est une chance d'être tombé dessus. Je suis arrivé, le mec, j'ai dit voilà, moi je voudrais investir, machin. Le mec, il arrive avec un dossier, mais tout était prêt en fait. Et il m'a dit là, vous faites ça, vous mettez un chiotte, il y a la copro qui est d'accord, vous faites ci, vous faites ça, vous pouvez louer à je sais plus combien, voilà. Puis il m'avait calculé la renta et tout. Et en fait, ça m'a tellement mâché le travail, il avait l'air tellement pro que, en fait, ça m'a rassuré sur le projet. J'y suis allé comme ça, quoi. C'est le premier bien, j'y suis allé comme ça.
Bah, tout t'as eu de seul. la Ça s'est chance, bien hein, passé? parce que des agents immobiliers comme ça qui sont compétents, il y en a pas beaucoup, hein. Ouais, ouais, ouais. T'as eu de Non, la non, chance. non, mais c'est pour ça. Faut se C'est battre pour pour ça, partir, hein. pour ça que je dis que j'ai eu de la chance. Tout le monde dit la chance, ça n'existe pas, machin, mais là, j'ai vraiment eu de la chance que l'agent soit bon. Je serais tombé sur un mec qui m'aurait ouvert la porte. Je serais rentré dans l'appart, j'aurais vu qu'il n'y avait pas de chiottes, je me serais dit, voilà, putain, ça y est, ça recommence, la galère, le truc. C'est trop Bah, c'est ça compliqué où pour un tu premier achat. Ouais, ça peut ouais, pas c'est aller, tu là où vois. tu vois que Donc, l'expérience et de savoir se projeter dans un bien immobilier, ça fait la différence. Parce que là, tu vois, t'aurais pas eu une personne avec de l'expérience à côté de toi, ben, t'aurais pas acheté ouais, l'appartement, alors qu'une personne expérimentée voit le potentiel du bien immobilier. C'est ça les différences, c'est ce que on disait la dernière fois avec Mathieu dans le podcast, entre les personnes qui cherchent des biens qui n'ont pas d'expérience et les personnes qui ont de l'expérience. Ben, on va trouver beaucoup plus rapidement un bien rentable et un bien intéressant pour l'achat-revente ou pour la location, pour la simple et bonne raison qu'on va savoir vite se projeter dans un bien et vite essayer de voir le ouais. potentiel du bien. En fait, c'est ce qui fait toute la Ouais, c'est différence. clair. Ça, c'est l'expérience comme n'importe quel, finalement, comme n'importe quel domaine d'activité, hein. Tout à fait. Oui, Tout c'est à fait. ça, ouais, c'est ça. C'est un Tu gagnes métier. Mais du, après, tu gagnes du t'as temps. eu de la chance, mais si t'étais pas parti visiter quand même, enfin, Oui, oui, t'aurais oui. rien eu, quoi. Donc, ceux qui disent il a eu de la chance, ça Ça se sert à rien qu'on provoque. y aille, tu vois, c'est pas. Ouais, bien sûr, ouais. Moi, je suis assez partisan du fait qu'il y a quand même une grosse part de chance dans tout ce que tu fais. Il y a l'opportunité, et l'opportunité, c'est pas toi qui, elle débarque devant toi. C'est toi qui décides si tu la prends ou là, tu la prends pas. Mais tu peux être aussi préparé que quelqu'un d'autre, et en fait, t'as pas l'opportunité qui arrive à toi. Et donc, t'as toujours une part de chance, je trouve, dans tout ce Ça, qu'on fait. je suis entièrement d'accord avec toi, mais il y en a aussi plein qui, comme tu dis, voient les opportunités passer Ah ben, bien et les sûr. saisissent pas, mais vont dire aux autres, t'as eu de la chance. Un mec qui a eu la même opportunité que lui, qui l'a prise, il va lui dire 10 ans après, t'as eu de la chance, alors qu'en fait, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, après, moi, je trouve que bah après, ça se déclenche, hein, comme on dit tout le temps. Faut être prêt, faut voir les choses arriver, mais c'est avec l'expérience. Et des fois, il faut manger son pain dur et puis ça passe quoi. Mais voilà le premier bien, c'était ça. Je l'ai retapé. Donc là, pareil, je me suis dit bon, je vais aller chercher des grosses rentas, donc je vais me faire l'appartement, toute la rénovation tout seul. Et Du donc là, coup, je vais en... t'étais déjà comment calé en t'as fait travaux, estimer quoi. les Ouais, pardon, excuse-moi Mathieu. Non, vas-y, pose. Comment t'as fait pour te dire, ça c'est surtout pour les auditeurs, pour les gens qui vont écouter, comment t'as fait Ouais. pour estimer le montant de tes travaux, te dire ok ça va être rentable parce que j'ai tant de travaux, comment t'as fait? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, l'agent immobilier avait déjà fait pas mal de taf. Et puis au niveau des travaux, bah moi je me suis juste projeté. Je me suis dit, bah voilà, je vais avoir besoin de tant de plaques de placo, tant d'électricité, tant de machin. J'avais même mesuré quasiment au mètre près les gaines électriques que j'aurais besoin et tout. Et en fait, j'ai tout additionné. J'ai fait un devis sur Brico Dépôt. J'ai tout additionné. J'ai refait mes calculs et en fait, ça passait. Voilà. Et j'ai Mais emprunté. J'ai emprunté. Ouais. t'as passé toute ton enfance à bricoler, non? Alors, j'étais dans un milieu où ça bricolait pas mal, mais alors en bâtiment, jamais. Je connaissais pas, je savais pas poser du placo, je savais pas les lecs. Ah, mais t'es un grand malade parce qu'il Ouais, ouais, faut quand même non, avoir une sacrée paire de couilles pour se dire vas-y, je fais tout seul. Alors que ouais, 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 je pense. moi, je veux dire, je bricole, mais de là à me dire je vais rénover un appart. Ouais, ouais, mais Waouh. c'était 0 sur 20 parce que en plus j'avais emprunté, j'avais fait mon devis travaux sur Brico Dépôt et j'avais emprunté cette somme-là. Donc j'avais Oh là là, strictement aucune marge de aucune manœuvre. marge Voilà. à l'erreur. Ouais, ouais, non, mais c'était 0 sur 20, ouais. Ouais, Il y là, a, pour le coup, là, ouais. et Bah du après, coup, c'est comme ça que vous, t'apprends parce que tu te rends compte pendant les C'est ça. travaux, aïe, aïe, je vais serrer les fesses, j'ai plus de crédit travaux, bon, va falloir que j'optimise ça. Et la prochaine fois, bah, tu te dis, bah, écoute, je rajouterai 10 à 15% du montant des travaux, comme ça tu l'as, et au moins, tu pourras Ouais, l'utiliser c'est s'il y ça, a et ouais. besoin. quelques années après, tes travaux, ils ont tenu comme il faut. Comment? Je veux dire, quelques années après, tes travaux, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, non, non, c'est bon, le locataire est dedans. Il y a rien de spécial. J'ai juste eu un problème, mais comment? C'était putain merde, un électroménager qui a fui, donc ça fait un énorme dégât des eaux. Mais sinon, non, moi, tout ce que j'ai fait, ça tient le choc. Après, voilà, j'arrivais le samedi matin après le taf, enfin, le samedi matin, pendant mes week-ends, et je me posais, je me disais bon, bah, j'ai plus quoi à faire, comment on fait, et j'allais sur YouTube et je regardais comment on faisait, et je faisais, voilà, c'est tout. Ah, c'est ouf. Donc, Franchement, c'est génial. T'as Non, mais passé c'est combien bien, de tu as temps? appris plein de choses. Au moins, l'avantage, c'est que le jour où tu vas déléguer les ouais, travaux, bah, c'est les ça, gens, ouais. ils vont te prendre pour un con, quoi. Parce que tu sais comment ça C'est marche, tu ça, sais ce que c'est ça. tu Ah, fais, bien sûr. exactement, ouais, bah, c'est ce qui s'est passé après. Après, j'ai fait appel à des sociétés tout corps d'État. Les mecs, ils essayaient un peu de me la mettre à l'envers, de me booster un peu les prix. Moi, je leur disais, bon, les mecs, non, là, c'est pas bon, quoi.
Donc voilà, c'est vrai que voilà, j'ai fait une grosse expérience, mais sinon après j'ai perdu beaucoup de temps et ça c'est un peu le problème quand tu fais tes travaux, quoi, c'est que tu fais pas autre chose. Donc Ça t'a pris combien de temps du coup? alors j'ai acheté le bien en février et en septembre c'était loué. J'ai un étudiant qui est rentré en septembre. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire ça va encore, mais tu y as passé tous tes week-ends, j'imagine. Ouais, j'ai passé tous mes week-ends, tous les soirs vraiment. Je sortais du taf à 15h30. J'allais au taf à 6h à 7h pour pouvoir sortir à 15h30. Et de 15h30 à 21h, j'étais dans les travaux. Putain, bah bravo. Pas de meuf, Ah, t'as pas de été vie, vaillant, rien t'es du tout, vaillant. quoi. Ouais, je l'aurais jamais fait, t'as été super vaillant. Ah, Et bah, Mais ouais, je ça, l'aurais c'est vraiment. un peu c'est la connerie du néophyte, quoi. Moi, j'y connaissais rien. Je me disais, bon, bah voilà, je pense que c'est comme ça qu'on fait. Et puis je faisais, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. ouais, mais il vaut mieux faire ça que ne rien faire, quoi. Ah bah c'est sûr, ah bah c'est clair, ça c'est sûr et certain. Et pour ceux qui ont des petits budgets, des machins comme ça, il y a des. Alors je vous dis pas de faire l'élec, je vous dis pas de faire la plomberie parce que ça c'est infernal et c'est trop dangereux pour le faire si on n'y connaît rien. Moi je l'ai fait et je touche du bois, mais pour l'instant ça se passe super bien. Mais il faut ça vous pouvez le déléguer, mais il y a plein de zones de zones de poste de travaux qui vous permettent d'éviter d'avoir des enveloppes travaux qui explosent, la peinture, les trucs comme ça, vous pouvez les garder. Ouais, il y a certaines C'est choses quoi, qu'il faut du garder. coup, tiens, tu recommanderais quoi pour quelqu'un qui se lance, qui peut faire sous-traiter un peu, mais qui a envie d'en faire lui-même? Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à garder pour économiser et que ce soit pas non plus trop compliqué? Voilà. Moi, je continue à les faire, je les garde. C'est la peinture et le parquet. Au début, ça va être un peu long et puis il faut savoir ce qu'on fait. Mais la peinture, t'achètes un pistolet airless là. Ça coûte, Ah, ça, c'est bien, ça ça. coûte dans les 300-400 balles dans les entrées de gamme. Ça peut largement faire le taf si tu fais un studio pour du locatif. Tu vois, c'est ce que je me dis. Je me dis, bon, je fais du locatif. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qu'il y a sur mon marché et je sais que c'est dégueulasse, tout ce qui est proposé. Donc moi, juste une peinture blanche, ça fera largement l'affaire. Il n'y a pas besoin de faire des finitions de ouf et d'avoir, tu vois, bac+6 en peinture, tu vois. Donc, ça, je garde. Et puis, le parquet, pareil, c'est assez simple, c'est un puzzle, tu vois. Tu mets tes lames, tu tapes, ça rentre, c'est fini, quoi. Voilà. T'as des découpes, des machins. Par contre, je sous-traite quasiment tout, surtout le placo. Je l'ai assez fait et j'ai dû me le retaper, là, il y a pas longtemps dans le dernier appart que je suis en train de finir, là. C'est infernal. C'est infernal et c'est pas cher en fait. De faire du placo, c'est pas cher du tout par rapport au temps que tu gagnes et à la merde que tu fais pas quoi. Donc, Mais surtout, en fait, voilà. c'est ce qu'on explique. Nous, on est avec Mathieu, on est vachement partisans on délègue cette partie travaux, on délègue vraiment beaucoup. Déjà, on n'est pas de haut de demain, donc ça aide. Ouais, Déjà, et puis on n'aime pas ça. Et Un peu puis de- moi, je suis plutôt partisan de dire, pendant que c'est bien, hein, moi je pense que c'est bien les gens qui rénovent et qui le font eux-mêmes. Mais pendant que tu es en train de rénover un appartement, on attend d'en acheter 3, 4 à côté. En fait, c'est ça le truc. C'est ce qu'on c'est explique, ça. c'est que toi, t'as été hyper vaillant, t'as fait ça tous les week-ends, t'as fait ça l'après-midi, sauf que pendant que tu faisais ça, t'aurais pu acheter peut-être d'autres appartements et t'aurais pu. En fait, le fait de le faire par quelqu'un, t'aurais entre guillemets peut-être perdu de l'argent à l'instant T parce que ça t'aurait coûté plus cher, mais au final, ça t'aurait Ouais, peut-être bien pas sûr. au final vraiment perdu de l'argent parce que t'aurais loué plus rapidement parce que ça aurait été plus vite fait par des artisans. Et tu aurais aussi des factures que tu aurais pu déduire de tes charges. Parce que là, tu n'as pas de société de travaux. Toi, tu t'imputes pas une facture à toi-même. Non, bah non. Ouais, ça serait un bon plan. Là, je faisais pour moi, c'était en même temps, tu vois, mais maintenant, c'est ce que je fais, ouais, avec les SCI. J'ai ma micro-entreprise et mes SCI, donc je me sors un salaire comme ça, entre guillemets. Mais comme tu dis, là, en 2018-2019, j'ai fait tous mes travaux moi-même. Et en fait, parce qu'en fait, j'avais aussi la flemme, c'était trop bizarre, mais j'avais la flemme d'appeler des artisans, faire les visites et attendre les devis et ceci et cela. Je me disais, vas-y, moi je le fais, ouais, je le sais très bien, tac, j'avance, tu vois. Mais maintenant, avec le recul, c'était 2018-2019, les vannes au niveau des banques, c'était full ouvert. Et moi, j'étais comme un con à quatre pattes dans la merde dans mon parquet, au lieu d'acheter des immeubles, tu vois, par lot. Donc c'est 0 sur 20, tu vois. C'est 0 sur 20, mais bon, après, voilà. Ouais, mais C'est t'as fait. appris, t'as appris plein de choses. C'est l'important. T'as appris Ouais, plein voilà, de c'est choses, ça. t'as C'est fait les que travaux et t'as appris sur tes erreurs, quoi. C'est ça. au moins, t'es plus calé dans les travaux maintenant. S'il y a un truc à faire en speed, tu peux le faire toi-même. C'est ça. Tu ne feras pas balader, tu sais ce que c'est. Et juste ça, c'est quand même cool. Parce que j'avoue que moi, il y a des postes, ça commence à aller mieux les travaux, mais
Et au moins, les artisans, ils disent, bah, faut faire comme ci, comme ça. T'es là, genre, bah, en fait, tu l'as jamais fait toi-même, t'as jamais vu quelqu'un le faire, tu lui fais confiance, ça se trouve, le gars, il est en train de te mettre une énorme quenelle et t'en sais rien, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Bon, après, parce que je me rassure en disant ça, mais c'est vrai que, putain, si j'avais délégué, bon, on peut refaire le film 650 fois, hein, mais si j'avais Avec des scies, on coupe du bois, voilà. c'est ça. Donc voilà. Mais bon, là, ça m'aide de savoir le faire, puisque bah là, je suis en train de terminer un appartement là que j'ai dû refaire de A à Z parce que j'ai acheté l'appart et en fait, il y a eu une mise en péril sur l'immeuble. L'immeuble a été mis en péril. Donc tout mon budget travaux qui était alloué à parce que moi après ça, je m'étais dit que je voulais tout déléguer parce que pour moi c'est un gain de temps. Moi, ma zone de génie, là où je suis le meilleur, c'est dans la prospection, dans la négociation et puis aller voir les banques. Voilà. C'est là où je suis le meilleur et c'est ce qui me fait surtout le plus kiffer. Et je m'étais dit, je délègue tous les travaux et je m'occupe plus de ça. Pendant qu'ils font les travaux, moi, je fais autre chose. Sauf que l'immeuble a été mis en péril. On a dû refaire la moitié de la toiture. Donc j'ai les 25 000 balles qui sont parties comme ça dans le vent et bah, les enveloppes travaux sont vides. Et puis, t'as acheté en copropriété ou en copro, ouais. Là, c'était en copropriété, ouais. Heureusement, parce que sinon, s'il avait fallu supporter tout ça tout seul, ça aurait été ultra compliqué. J'aurais peut-être bidouillé autrement, hein, mais là, voilà, c'était une histoire assez compliquée, ouais. C'est un bien que j'ai. T'es dû à quoi la mise en péril? Enfin, c'est pas. Ça t'est tombé dessus comme un cheveu sur la soupe, j'imagine? Ouais. Ouais, ça t'est tombé comme ça. J'ai acheté l'appartement, c'était mars 2021. Et on a fait la démolition en avril-mai. Et en fait, on a découvert qu'il y avait un morceau de la charpente qui avait disparu complètement, quoi. C'est toi en faisant la démolition qui a découvert ça? Ouais. Enfin, je te dis, j'avais fait pour que tout soit délégué, donc c'est le plaquiste qui a découvert ça. Et en fait, après, j'ai fait venir des artisans pour refaire la charpente et tout. Et en fait, il y en a aucun qui a pris le risque. Tout le monde se chie dans le froc parce que le bâtiment il tenait par le Saint-Esprit, en fait, tu vois. Donc vraiment c'était une grosse galère. Est-ce que c'est la fameuse poutre dont tu parles souvent sur Insta? Ouais, c'est la poutre, ouais. Bah tu sais, ça fait 2 ans et demi que j'en parle. Donc ouais, c'est la fameuse poutre de merde. Et vas-y, du coup, la mise en péril, ça se passe comment? C'est toi qui allais voir la mairie en disant il y a un truc qui est chaud ou comment? Non, il faut surtout pas aller voir la mairie. faut éviter le plus l'administratif dans toute cette merde. Non, moi, ce que je voulais, c'est changer ce morceau de poutre, tu vois, et je le voyais. Et je fais 2 mètres de haut, la poutre est à 2 mètres 20, tu vois. Donc moi, je tendais le bras, tu vois, j'étayais. Moi, je l'aurais fait, tu vois. J'avais un pote qui était maçon, donc j'ai déjà vu l'ouverture d'un mur porteur. Donc là, c'était pas si pire, tu vois. Et on aurait étayé, on aurait enlevé la poutre pourrie, on aurait remis une nouvelle, et puis basta, tu vois. Moi, je voulais faire ça. Sauf que, en fait, bah, c'était en copropriété, le syndic s'en est mêlé, ci et ça, et en gros, ils ont. C'est le problème des copros, tu vois. On disait l'avantage d'avoir des copros, mais tu as aussi le problème d'avoir des copros, c'est que quand tu as des travaux, d'être en copro, tu es content parce que tu vas partager les frais, mais l'inconvénient quand tu es en copro aussi, c'est que des fois, on va t'imposer des travaux que tu n'aurais éventuellement pas fait ou tu n'aurais pas voté ou quoi que ce soit. Et là, en l'occurrence, il y avait des gens qui vivaient dans l'immeuble ou pas? Alors heureusement non. Il y a 4 appartements dans l'immeuble. Moi j'en ai 2 qui sont en rénovation. Et l'autre c'était aussi un investisseur qui avait commencé sa rénovation. Et puis en bas c'était une petite mamie qui avait pris une location pour refaire son appartement de A à Z pour sa retraite. Et voilà. Donc c'était vide. Et sinon si j'avais eu des locataires j'aurais dû remettre en location. Donc il y a eu la mise en péril, et j'aurais dû reloger les gens. Ah ouais, bah c'est ce qui arrive à Laurent, là, mon pote là, qu'on a interviewé. Il doit remettre en location tous ses locataires parce que il y a un problème de structure sur son immeuble, donc il doit mettre tout le monde en location en Airbnb. Laisse tomber. Tu vois, lui, il en a eu des merdes aussi. Hein. Lui, quand on l'a interviewé, les gens, ils ont dû... J'avoue que lui, quand on l'a interviewé, je me suis dit que finalement, moi, ça va, j'avais pas trop de galère. Roxane, elle a écouté, elle m'a dit, mais attends, c'est ouf. C'est vrai que Mathieu a été pas mal aussi, hein, avec son incendie et tout, il est pas mal aussi. Ouais, mais tu vois, l'incendie, je m'attendais à devoir reloger les gens et autres. Et en fait, non, que dalle. Donc, ils ont brûlé avec. Ouais. Putain, ils étaient chiants en même temps, ils payaient pas et tout. Non, mais
j'ai été voir les services sociaux de la ville pour essayer enfin, tu sais, présenter le truc et autres, mais finalement, le bailleur, il incombe assez peu de responsabilité à ce niveau-là. Alors peut-être que c'était un incendie et que du coup, c'est différent d'une mise en péril, parce que de fait, l'immeuble devenait insalubre, donc il n'était pas en péril, mais il était insalubre parce que plus d'eau, plus d'électricité. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert que, en fonction de la qualité des assurances qu'ont pris les locataires, ou n'ont pas pris d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a un, son appartement a intégralement brûlé, je te jure, il est reparti avec un sac en plastique avec 3 fringues dedans, Wow. plus rien. Et- Et le gars n'avait pas pris l'assurance habitation. Une assurance habitation, ça coûte quoi pour un studio? Je sais pas, 30 balles par an? Ouais, même pas. 20 balles par an, c'est que dalle. Par an, ouais, peut-être, ouais. Et j'ai découvert du coup qu'il y a certains locataires, ils étaient relogés genre 2 jours par leur assurance, quoi. T'en as d'autres, c'était 1 mois ou 2, et d'autres, c'était genre, bah, Ah on ouais. vous prend 2 nuits d'hôtel, puis après, vous vous démerdez, quoi. Ils viennent de paumer leur logement. Ouais, non, mais les assurances, pareil, c'est un gros sujet, hein, et je vois pas mal de trucs sur des forums, des mecs qui te disent, ouais, est-ce que la PNO, elle est obligatoire, nanana. Franchement, la PNO, mets-y 25 balles, au moins le jour où t'as un gros souci, vas-y, Enfin, moi, l'assurance, voilà. Tu vois, ouais. et t'as des trucs, tu sais même pas, tu vois, il y a des petites cases, des trucs. Des fois, tu vas mettre 50 centimes de plus, mais en fait, t'es couvert de ouf, et il faut vraiment trouver un assureur Bah, ouais. qui te Il vend se les trouve bons que, projets, ouais, les bons trucs. de par les relations de la boîte, on connaît notre assureur, mais c'est une agence AXA enfin, je veux dire, comme il y en a absolument partout, sauf que, bon, le gars, on peut l'avoir au téléphone, parce qu'on a son téléphone direct. Ouais. Et pourquoi 6 mois avant, j'ai repris s'il m'avait envoyé un message en disant, Monsieur Paco, on a un nouveau contrat en gros, de 600 euros, ça passait à 640 euros. Donc, que dalle. Et j'ai dit, bah vas-y, on le prend. C'est jamais. Putain, mais merci, quoi. Ouais. Heureusement. Et du coup, maintenant, depuis qu'on a eu l'incendie, je dis 11, qui est à Roxane, bah tiens, elle passe derrière d'ailleurs. Depuis qu'on l'a eu l'incendie, je prends systématiquement l'assurance la plus chère chez eux. Bon, évidemment, je regarde à ce qu'ils ne me mettent pas une douille, mais je Ouais, prends ouais. la plus chère. Et je dis toujours sur les groupes, la grosse renta IMO et autres, t'as toujours les gens, oui, je trouve que l'assurance là, elle est trop chère, je ferais mieux de la prendre chez tel courtier à Chypre. Je leur dis, bah, prenez les meilleurs, quoi. Ouais, ouais, non, mais faut faire gaffe à ça, ouais, vraiment. Ouais. C'est pas du tout l'économie qu'il faut faire, l'assurance. C'est Non, des tu malades. prends, C'est des malades. tu prends l'assurance au pire que la banque te propose ou tout comme ça, ils sont contents, ils se font Oui, un peu voilà. d'argent dessus et puis voilà. Mais moi, on est tous passés par là, à vouloir au début faire des économies sur les assurances. Tu vas gagner 5 euros ou 10 euros par mois, mais le jour où tu as un pépin, mon gars, je peux te dire que Ah, et c'est pas 10 euros, c'est pas je me 10 euros souviens, que ça va jouer. quand l'immeuble il a cramé, j'ai eu le numéro de l'assureur, il m'a appelé et je décroche. Et le premier truc qu'il me dit, t'as vu, ça arrive pas qu'aux autres. Oh là là. Ouais, c'est chaud. Ouais, ouais, non. Moi, je Bah, en tout vais. cas, mise en péril, enfin, on va dire, tu t'en sors comment de ça? Ça, je sais pas, ça a mis 2 ans, tu dis? Ouais, alors la mise en péril, elle a eu lieu, ça a été mis en péril. Donc j'étais bloqué, je pouvais plus rien faire. Moi, je continuais à rentrer dans l'immeuble et puis vouloir faire mes travaux quand même pour que ça Ouais, avance. j'allais te demander, t'avais le droit d'y accéder ou pas? Ah ouais, on avait le droit, ouais. Enfin, oui, on a toujours eu le droit, mais moi, je rentrais dedans et j'avançais un peu sur les travaux. Tu vois, je me disais, ouais, ça, allez, dans 2 mois, c'est fini. Faut pas que je perde de temps et tout. Et je rentrais dans l'immeuble et tout, et je sais pas qui a. Enfin, voilà, après, il y a toujours des poucaves, quoi, mais ils ont appris que j'avançais dans mes travaux alors que l'immeuble était en péril, enfin était dangereux. Et le syndic m'a dit, ouais, monsieur, faut arrêter, sinon on met l'immeuble en péril et tout. Et moi, je leur ai dit, bah écoutez, non, mais c'est bon, c'est sécurisé. Il y avait un mec qui était venu, mais tout étayé, tout ce qu'il fallait, donc ça bougeait pas, quoi. Et puis un jour, on a reçu un courrier recommandé de la mairie qui avait été mis au courant par le syndic. Et la mairie appelle le tribunal judiciaire, et le tribunal judiciaire fait passer un expert qui va dire s'il faut mettre ou pas l'immeuble en péril, quoi. Donc moi, Mais non. j'étais au rendez-vous quand l'expert est venu, il a vu les étais, tout ça, il a dit bon bah non, en fait, ça va, l'immeuble est en sécurité, donc pas besoin de mettre en péril, on est bien, quoi. On fait les travaux et puis ça ira bien. Et puis, la mairie peut quand même choisir. Donc le tribunal, ils ont payé le tribunal. Donc je donne des taxes foncières pour que la mairie puisse Faire me mettre diminuer dans le la prix. merde. En fait, c'est un peu ça. Mhm, Et c'est donc bien ils ont ça. payé le tribunal pour aller contre l'avis de l'expert et me mettre quand même en péril. Donc on a été mis en péril, interdiction d'habitation, mais on pouvait quand même rentrer dans l'immeuble. Et donc voilà, mise en péril, janvier 2022, je crois. Ça va faire 1 an et demi, un peu plus. Et voilà. Donc janvier 2022, mise en péril. Les travaux ont eu lieu en 2022. Janvier 2023, réception du chantier.
Et normalement, le syndic aurait dû convoquer la mairie pour faire une levée de mise en péril. Donc, il faut que la mairie voit que les travaux ont été bien faits et que tout a été suivi et tout. Sauf que ces zombies là, ils ont rien fait. Ils n'ont pas convoqué les mecs. Et donc moi, je me dis, ils ont enlevé les étais, tout ça. Donc moi, je relance mes travaux que je fais moi-même. Donc je plaque, je ferme mes cloisons, je ferme tout. Oh là là. Et je reçois en juin, oui monsieur, alors voilà. Donc les mecs, parce qu'ils avaient pas du tout lancé le dossier. Et moi, je les appelle, je dis bon, la levée de mise en péril, on en est où? Ah oui, donc non, en fait, voilà, ça commence à bégayer. Et en fait, ils avaient rien branlé, ils avaient strictement rien fait. Et 2 semaines après, il me renvoie un mail en me disant oui, alors en fait, il faudrait que vous nous envoyiez des photos des travaux pour que la mairie voit que ça a bien été fait et que c'est pas des trucs de connivence, des machins comme ça, quoi. L'administratif français, c'est Ouais, l'administratif heureusement, français. C'est ça. t'avais pris des photos avant de mettre le placo, heureusement. Et moi, j'avais pris des photos, ouais. Bon, après, je leur ai mis quand même un coup de pression. J'ai répondu que j'avais pas de photos, j'ai rien du tout, et qu'ils allaient se démerder, mais que moi, j'avais fini de fermer mes plaques. Et parce que j'aime bien moi, mettre les gens dans la merde quand ils sont pas compétents à leur place. J'aime bien mettre le doigt sur leur incompétence et bien leur mettre le nez dans la merde en leur disant bah voilà. Dans la merde, en leur faisant bien comprendre que c'était des merdes. Je dis vous démerdez, vous allez tout me redémonter, mais par contre vous me payez le plaquiste qui me refera tout, tu vois. Et voilà, donc ça a commencé à bégayer, machin, je sais pas quoi. Et puis en fait, je me suis dit bon, en fait là, tu vas repartir sur un an de bordel, un an de procédure de je sais pas quoi. Donc après, j'ai refait un petit mail au bout de 3 semaines en disant bah voilà, en fait, j'ai retrouvé des photos, ceci, cela. Tu as. Et puis en gros, bah là, c'était en juin, donc les gens sont partis en vacances et la levée de mise en péril n'est toujours pas levée, donc elle est toujours pas là. Mon appart est en finition, je suis monté le canapé tout à l'heure et mon appart va être fini et je pourrais pas mettre en loc parce que c'est Google, ouais, c'est ça, c'est interdiction d'habitation, donc on peut rentrer dedans, je peux faire les visites, mais personne peut y dormir le soir, quoi. C'est ça le truc. Donc pour l'instant, je suis bloqué. Tu sais jusqu'à quand? T'as une date? Alors, heureusement, le voisin qui est aussi investisseur, il bosse à la mairie, donc il a appelé sa collègue et normalement, c'était en signature chez le maire la semaine dernière. Là, j'ai toujours pas de nouvelles, mais normalement, c'est bon. Ça va être levé là, d'ici peu, là, d'ici la semaine, je pense. Je vais rappeler demain, mais on devrait s'en sortir. Ouais. Sympa. Ouais. Et on t'a pas demandé, mais dans ce genre dans tes appartements, tu fais quoi comme type d'exploitation? Tu fais de la location nue, la location meublée, la LCD, qu'est-ce que tu fais? Alors, je fais un peu de tout. Je m'adapte un peu au marché. Mais là, sur cet appartement-là, je vais faire de la location courte durée. Ouais. Donc là, j'en ai déjà 5 qui tournent. Ils sont tous autour de chez toi? Ouais, ils sont tous autour. Ouais. Tu gères tout toi-même? Ouais, je gère tout. Ouais. Je gère tout. J'ai un channel manager. J'ai tout automatisé. Et j'ai des femmes de ménage là qu'on a. Ouais, j'allais te demander. J'ai des femmes de ménage qu'on a mis en place il y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, j'ai un groupe WhatsApp. Je reçois des messages comme quoi c'est fait et voilà, c'est tout. Donc. Et tu faisais de la location courte durée avant ou d'un coup tu t'es mis et t'as appris tout seul à tout automatiser? Alors la location courte durée, non, j'ai commencé avec la bite et le couteau. Moi, je fais comme ça, je fais beaucoup comme ça. Hein. Je réfléchis pas trop. Si je veux tester un truc, j'y vais et puis je regarde. Je vois où arrive. En fait, je vois les problématiques au fur et à mesure de l'avancement, quoi. Et en fait, enfin, quand j'ai commencé la LCD, en fait, j'avais acheté un appart qui était très rentable si je le mettais en longue durée, mais je me suis dit bon bah maintenant, c'était déjà le 4e appart. Je me suis dit bon bah, toi, t'es toujours en loc dans des tas de merde. Donc, je me suis refait un appart et puis je me suis dit, bon, bah, ça va devenir la RP. Ça va améliorer mon dossier bancaire aussi. Et puis ça, voilà, je vais me faire une RP qui va être sympa. Ça ira bien. Et puis, qui me coûte pas si cher que ça et tout ça. Et en fait, première nuit, je passe là-bas et en fait, les voisins au-dessus, c'est la catastrophe. Mais c'était la fête, c'était la fiesta. Je me suis dit, bon, bah, ça va le faire, tu vois. Puis en fait, au bout de 15 jours, 3 semaines, c'était tous les soirs la galère, tous les soirs la merde. Et tous les soirs, j'allais toquer chez eux en disant non mais là ça suffit quoi, il faut arrêter quoi. Et puis un soir à 3h du mat, les mecs je sais pas s'ils faisaient du judo ou je sais pas quoi là, les mecs ils ont fait trembler tout l'immeuble. Je me suis réveillé, j'étais en calbute, je suis allé sonner,
Et le mec a ouvert. Et le mec était tout bourré. Et il me dit, bon, bah, ce coup-ci, ça suffit, on va aller régler ça. Je dis, bah, vas-y, viens, on descend. Le mec, il tenait déjà plus, donc. Je dis, vas-y, on descend. Il commence à me chauffer et tout. Je le pousse. Il se casse la gueule chez lui. C'est-à-dire sa femme qui descend, qui commence à chialer et tout. C'était infernal. J'ai dit, écoutez, ce coup-ci, ça suffit. J'appelle les flics. Alors après, l'autre, elle pleurait. Non, monsieur, faites pas ça. Et en fait, donc ça s'est calmé. Ils se sont calmés et tout. Et en fait, quand ils ont refermé la porte, je me suis vu. Je me suis dit, attends, mais là, t'es en caleçon. Tu te fais chier. Tu es dans les communs, tu vois. Je suis là, tu te fais chier avec ça. Dans quel but? Putain, là, tu te fais un petit feedback sur ta vie. Tu te dis, ok, vas-y, ça, voilà, c'est ça. L'année de mes 30 ans, en caleçon, à me faire chier avec des gogoles complètement bourrés, là. J'ai autre chose à foutre. Et je me suis dit, bah, vas-y, je teste la location courte durée. Et puis, je crois 2 semaines après, je suis allé à Leroy Merlin, j'ai acheté un cadenas, là, un cadenas à code, là. J'ai foutu les clés dedans. J'ai mis sur Airbnb et puis ça a marché direct, en fait. Ça, ouais, mais Airbnb, ça marche partout. C'est un truc de fou. Hein. Et du coup, tes clients. Ouais, non, ça marche, ouais. Ça marche bien. Et tes clients Airbnb se battent avec tes voisins le soir ou ça va? Bah, en fait, après, il y a eu, ça a vraiment dégénéré, mais j'ai jamais eu aucun problème. J'ai jamais eu aucune remontée là par rapport à ça. Et ça a dégénéré. Le mec avait balancé des bouteilles d'alcool par la fenêtre. Ça avait touché un autre voisin qui gueulait. Et, les autres, ils se sont fait éjecter, quoi. Donc maintenant, c'est calme. Mais ouais, c'était allé assez loin. Ouais. C'était n'importe quoi. Ouais, c'était infernal. C'était. Et t'as pas pensé, étant donné que c'était une résidence principale, t'as pas pensé à le revendre? T'avais pas un potentiel de plus-value ou autre? Bah écoute, non, j'ai pas du tout pensé à ça. La revente, c'était pas du tout le truc que je pensais. Ouais, il y avait quand même un potentiel, je pense. Mais à ce moment-là, non, j'étais plus dans l'optique d'engranger les biens. Voilà, la revente, pareil, j'avais fait tous les travaux dedans. Donc il était propre, il était nickel. Et je me suis dit, bah vas-y, il est cool, donc on va l'exploiter en courte durée, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Et du coup, t'es content de la courte durée? Ouais, je suis super content de la courte durée. Bah, c'est ça un peu qui me tient la tête hors de l'eau, parce que comme je te dis, là, avec la mise en péril, on a dû sortir pas mal de cash, et c'est toute la courte durée qui a payé la mise en péril et tous les frais annexes. Parce que quand j'ai eu ce problème de mise en péril, tous les autres biens, j'ai pas mal engrangé de biens en 2021. Et en fait, je me suis dit, bah là, il va me falloir du cash, donc j'ai lancé des courtes durées dans des apparts qui n'étaient pas prévus pour ça à la base. Donc j'ai fait une déco sympa, et puis ouais, c'est ça qui me tient la tête hors de l'eau et qui me permet de faire pas mal de cash. Et voilà. Tu vas pas dire où t'es ou autre, mais t'es plutôt sur quoi comme clientèle? Une clientèle de travailleurs? Ça marche toute l'année? Est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que tu dois avoir un peu de recul maintenant? Ça fait quoi, 2 ans que tu fais? Ouais, ça va faire 3 ans là. Et est-ce que t'as pas fait ton plus gros mois là récemment? Ouais, si, j'ai fait mon plus gros mois là. Le mois d'août, ça a été le plus gros mois, ouais. Ah bah, tu fais combien là pour nous faire rêver? Là, j'ai fait 9K de vente, hein, de chiffre d'affaires, avec 5 appartements. Donc j'ai regardé, c'est à peu près 65 € la nuit. Mais voilà, j'ai fait 9000 balles. En location courte durée, enfin je veux dire, juste, après j'arrête de te couper, mais en location longue durée, ça ferait quoi à peu près en loyer? J'aurais fait, il y en a un, c'est un tout petit studio de merde qui crache 1003, et en longue durée, je le louerais 300, tu vois. Mais en tout, je pense que je serais à peu près à 2300, 2500 €, ouais. Ouais, 5 fois mieux, c'est quand même bien. Ouais, quasiment 5 fois mieux, ouais. Ouais, c'est ça. Donc non, très content de la location courte durée. Et moi, j'ai pas voulu déléguer à des conciergeries, parce que t'as vite fait des branleurs, ou alors les mecs qui, tu sais, la première année, ils veulent tout bouffer, ils sont bons, et puis après, ça s'essouffle, ils sont plus là, tu te retrouves avec le linge qui est chez le voisin, ou, enfin, c'est un peu nimp, tu vois, je trouve, enfin. Faut tomber sur le bon interlocuteur, je pense qu'il faut tomber sur le bon, c'est un peu comme les artisans. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je sais que j'ai tous mes appartements en courte durée, ça se passe hyper bien, ça fait. Ah ouais. Il y en a quelques-uns, c'est récent, mais il y en a d'autres, ça fait un peu plus longtemps, mais ça se passe très bien. Et en fait, l'avantage de la conciergerie, enfin moi en l'occurrence pour les appartements que j'ai sur la côte, sur le sud-ouest, c'est, on va dire, c'est la technique qu'ils ont, enfin lui qu'il a en l'occurrence pour la gestion du planning et la gestion des tarifs. Il est trop bon en fait. Il me fait des nuitées à 400 balles, alors que certains font la semaine à 400 balles, tu vois.
En fait, il a une gestion, Ok. c'est ça la plus-value. Moi, la plus-value que j'ai à passer par la conciergerie, par lui du moins, c'est cette gestion tarifaire qu'il a. En gros, c'est si 2 semaines avant la date de réservation, en l'occurrence, si le 1er août pour le 15 août, c'est pas loué, bah pour lui, il n'y a aucune inquiétude, c'est normal. C'est normal, c'est parce qu'on est à un bon prix, ça veut dire qu'on est cher et qu'on est à un bon prix. Ok, Et ouais. il joue là-dessus, en fait. En gros, il joue sur l'offre et la demande parce que si, par exemple, 4 jours ou 5 jours avant le 15 août, bah, il y a des gens qui veulent venir à la dernière minute, bah, il n'y aura rien qui sera disponible, mis à part mon appartement. Ouais, Mon ouais, je vois. appartement, il est plus cher, mais c'est le seul disponible, donc ils vont le prendre. Voilà un Ouais, peu ouais, ce je que vois, je je fais. vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'ai une stratégie aussi au niveau tarifaire, mais j'utilise un outil, c'est totalement automatique. Il regarde, il a accès, donc dans l'outil, tu peux voir tous les hôtels qui sont autour de chez toi. Tout à Tu peux fait. voir s'ils sont remplis, à combien de pourcentage, les prix et tout. Et c'est vraiment bien. Et j'ai couplé ça avec mon channel manager et c'est totalement automatique. Et des fois, je vois des réservations, je regarde le prix, je me dis putain, mais moi jamais de la vie j'aurais mis un tel prix. Et c'est tout automatique, vraiment, je gère rien du tout. Les messages sont automatisés, je fais vraiment rien du tout. Et comme je vous disais, j'avais besoin, c'était une période où j'avais besoin de cash, donc donner 20% à une conciergerie Ça te comprend, ça te comprend. qui Ouais. fait le même boulot. Voilà, j'ai passé quelques soirées à prendre en main les trucs, taper mes petits messages d'accueil, des trucs, et puis après, voilà, là, ça tourne tout seul. Il y a quelques questions, voilà, le temps de manger, le midi, je regarde les questions, je réponds, voilà, c'est tout. Moi, tu vois, j'ai mis mes premières en courte durée au Mans. C'est à 2h30 de route et j'ai eu cette barrière psychologique de me dire je suis à 2h30 si jamais il y a un bordel ou autre. Donc j'ai pris une conciergerie. Ils sont, enfin elles d'ailleurs, c'est des filles, pour l'instant, elles sont formidables. J'espère que ça va durer. Ok, Et à l'opposé, à la maison, on a des gîtes familiaux. J'ai repris la gestion là il y a peu de temps. Je viens juste de trouver une femme de ménage tip top. ouais, Et donc on est hors conciergerie. ok, Et en fait, ouais, c'est pas très compliqué, mais j'ai pas cette barrière psychologique de me dire je suis loin, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et bah, à tel point maintenant j'ai trouvé la femme de ménage, elle veut bosser plus, du coup on va regarder peut-être pour trouver, enfin, je sais pas si on va faire de la conciergerie, mais tu sais sur Airbnb on peut proposer de l'aide aux autres D'accord, autour. En fait c'est comme un système de conciergerie, mais on va dire plus soft où tu leur prends 15, 20, 30 ou 40% de leur chiffre d'affaires, d'accord. tout internalisé à Airbnb. Et donc on s'est dit enfin je me suis dit que j'allais essayer d'en trouver autour de la maison. On sait jamais parce que quand je vois le taf finalement c'est quand même pas énorme. Ouais, Et ouais, je ouais. cherchais des sous aussi. On sait jamais. Une fois que tu as les outils et tout, tu vois, je trouve que ça va, ça se fait bien, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de le faire. Et voilà, c'est comme la délégation du ménage, comme j'avais besoin de cash, c'est un truc que j'ai pas fait tout de suite. Donc, je faisais pas mal de ménage, mes parents venaient m'aider, ma sœur aussi. Et, euh, Attends, et sur un domaine de ménage. Oui. ouais, bah ouais, ouais, bah on avait vraiment besoin de cash, tu vois. Bah, vraiment, Ah ouais, fallait. ouais. Ah ouais, ouais, on a tiré tous les fonds de tiroir et tout, donc c'était un peu Ah, mais du chaud. coup, enfin, je veux dire, t'avais besoin, t'as trouvé des solutions, tu t'es sorti les doigts et c'est passé, C'est quoi. ça, c'est ça, c'est Ouais. ça, c'est ça. On courbe le dos et puis voilà, ça fait Ça des. devait pas être drôle tous les jours, quand même, non? Comment? Ça devait pas être drôle tous les jours ou Non, non, ça non, allait? bah non, non, c'est pas drôle. Non, non, il y a des moments où c'est pas drôle du tout, quoi. Mais après, voilà, quoi. Une fois que t'as les outils, une fois que t'as été dans la merde et puis que t'as construit tes échasses, tu vois, tu surnages, t'es au-dessus de la merde, tout se passe bien. Mais ouais, ouais, faut. J'aime bien cette expression. Ouais, je l'imagine bien, elle est pas mal. Et une fois que tu as construit tes échasses et que tu es au-dessus de la merde, Ouais, ouais, c'est pas mal. ça vient de m'arriver comme ça, c'est des petits éclairs de. Tu vas bien sur tes échasses au-dessus de la merde, tu as toute la merde par terre et tu es sur tes C'est ça, échasses, tu vas c'est bien. ça. Je Tu t'imagine regardes bien. les autres qui galèrent, voilà. Non, mais voilà, après. Mais tu vois, là, je viens Mais d'avoir du une coup, notif, je viens de faire 320 balles de réservation, là, tranquille. Ah, c'est ok, ça le c'est petit ça, sourire, là. ça c'est vraiment appréciable. Quand tu as ton Ouais, ouais, téléphone et que tu es en train de glander ou à droite à gauche et que tu reçois une notification Airbnb, Martin et Rachel ont réservé pourtant, là tu es c'est content. ça, c'est ça. Là, Ça, c'est je viens de cool. regarder, le message automatique est parti, tout est OK. Donc, voilà. Nickel. Mais ouais, ouais, donc je fais beaucoup de ça. Et puis sinon, sinon, je fais de la location meublée classique ou nue. Voilà, je m'adapte. Mais D'accord. Et ouais. ça t'a quand même permis tout ça d'arrêter de bosser, quoi. Enfin, d'arrêter de bosser. Je veux dire, quitter ton boulot salarié. Est-ce que tu bosses Ouais, à ouais, côté? donc en fait, moi, on m'a débarqué au niveau c'était au deuxième confinement, c'était au deuxième confinement, je me souviens. J'étais sur la route pour aller voir ma compagne à Paris. Donc tout le monde était interdit de bouger.
Tu sais, sauf le kilomètre autour de chez toi, si tu te faisais ton Avec auto, si l'attestation, tu t'auto-autorisais à aller marcher 1 heure, donc non, c'était n'importe quoi. Et en fait, au bout du premier confinement, j'ai compris que c'était zéro, c'était n'importe quoi. Et au deuxième confinement, tout le monde était chez soi. Et moi, j'étais sur la route, je partais à Paris, donc j'avais 4 heures de route. J'étais tout seul, j'avais fait mes auto-attestations au cas où les flics viennent, machin, j'avais fait des faux tampons, des trucs. Et sur la route, je reçois un message d'un collègue qui me dit ouais, si tu reçois un message d'un numéro qui se finit par 49 ou je sais plus quoi, c'est que t'es viré. Voilà, je reçois ça comme message. Bon, je me dis bon. En fait, c'était en train de débarquer. Ouais. Mais bon, c'était un pote, voilà, il y a pas de pincette et puis voilà. On le savait un peu, tu vois, on savait, ça se disait dans les couloirs et tout. Et j'étais sur l'autoroute, il y avait absolument personne sur l'autoroute, tu croisais personne sur 100 km. Et je reçois un appel d'un numéro en 49 et je m'arrête sur une aire d'autoroute, c'est une aire d'autoroute vers 3. Et je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais tout seul sur l'aire de repos. Tout était fermé, hein. J'étais toute seule sur l'aire de repos. Le mec m'appelle et il commence à me raconter son blabla, son machin. Je savais que que j'allais débarquer. Et il me dit, bah voilà, tu vas pouvoir partir avec un chèque. Ceci, on va te faire un chèque. Je sais pas quoi. Merde, comment ça s'appelle, machine. Bon bref, conventionnelle, voilà, rupture conventionnelle, je sais pas quoi. Et il me dit voilà, bon j'espère que tu le prends bien et que ça va aller. Et dans ma tête, j'écoutais même plus ce qu'il me disait. J'étais en train de me dire bon bah ce chèque, comment je vais l'apporter, dans quelle affaire, machin. C'est normal. Parce qu'il m'avait dit en gros que bah le temps que tout se fasse et tout ça, j'allais me faire virer au bout de, enfin, je sais plus, à la fin de l'année, donc il me restait 1 ou 2 mois pour acheter un appart, quoi, ou un immeuble ou un truc. Ah oui, Ouais, en t'avais gros, encore ta un peu de stratégie, CDI, c'était de faire c'est ça. un dernier crédit avant coup, d'être officiellement ouais, viré, quoi. Un baron d'honneur. c'est ça. Et au final, je les ai un peu tenus, parce qu'en fait, vu que c'était rupture conventionnelle, mais que moi, je voulais pas vraiment sortir, ils ont bidouillé des trucs, des machins, et en fait, moi, j'ai réussi à tenir jusqu'au 1er avril. Je suis parti le 1er avril. Donc, pendant 4 mois, je les ai tenus, j'étais payé comme si je venais, et en fait, je venais plus du tout. J'allais plus, machin, je faisais que visiter, aller voir des banques, visiter banque. J'ai acheté 7 appartements en lot, dont bah, celui où il y a la mise en péril. Et j'ai acheté 7 apparts en 3 mois. Et les mecs, j'avais les chefs qui m'appelaient, ils me disaient ouais, bon bah faut que tu reviennes, hein, on a du job, machin. Je dis mais ok, ouais, bah écoute, je vais voir ce que je peux faire, quoi. Et il me disait non mais faut que tu reviennes et tout, et sinon je dis mais sinon quoi, sinon vous allez me virer ou quoi. Et vu que j'étais déjà viré sur le papier, tu vois, je faisais ce que je voulais en fait. Ouais, mais c'est là où Ouais, ils sont c'est cons, bien. parce que les gars, ils te disent t'es viré, mais t'es viré que dans 2 mois. Mais dans ta tête, toi, c'est fini, c'est déconnecté, en fait. Ils sont complètement cons, les mecs. Ils sont cons. Ils te disent t'es viré, mais auparavant, tu peux rester 3 mois de plus, hein, mais t'es viré, mon gars. Donc, Et pendant J'espère qu'il te verra bien. tant que je signais pas moi, ils étaient pris, tu vois, ils étaient obligés. Après, ils auraient Ah, pu on t'en faire a un pas dit, abandon en de plus. poste ou un truc comme ça, mais c'était vraiment une période compliquée. Il y avait le télétravail en même temps, le truc, donc ils savaient jamais si j'étais dans le bureau, si j'étais pas là. Enfin, voilà, on a bidouillé, j'ai bidouillé comme un malade. Je faisais nimp, mais voilà, je les ai sucés jusqu'au bout. J'ai essoré jusqu'au bout. Donc T'as bien raison. donc voilà. Et puis 1er avril, 1er avril, allez ciao, je me suis barré. 1er avril, c'est quoi? C'est Et- 1er avril 2022? 2022, ouais, c'est ça. D'accord. Non, 2021, pardon, excuse-moi. Ah, d'accord. Comme toi, Jérôme. Moi, c'est avril de... Ouais. Moi, c'est janvier, février, mars, avril 2022, moi. Moi, j'ai posé ma démission, moi. Ils n'ont pas voulu de faire de rupture conventionnelle, ces enfoirés. Ah ouais, ok. Ouais, moi, j'ai posé ma dème en janvier 2022 et j'ai créé ma société le 1er mai 2022. Ok. Ah, moi, je suis toujours salarié. Excusez-moi. On dirait pas comme ça, mais il est salarié, on dirait pas. Bon, C'est le d'accord. fils à papa. C'est le petit fils à papa. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, 4 heures par semaine. C'est le fils du patron. C'est le fils du Et patron. j'imagine, du coup, tu reviendras pas en arrière. Moi? Ouais. Là, non. Parce que du coup, une journée type, parce qu'aujourd'hui, moi, l'image que j'ai de toi, des réseaux, c'est que il y a un truc dans ta vie, c'est que le chantier, quoi. Ouais, alors en ce Mais moment, c'est, c'est beaucoup ça. Je t'avoue que, bah, comme je disais, hein, moi, c'est pas du tout mon truc. Et c'est encore une fois la torture. Hein, c'est vraiment des gros sacrifices. Ça me fait chier de faire ça, mais bon, là maintenant, je suis vraiment à mon compte. Donc, je fais un peu comme je veux. Il y a des matins, tu vois, ce matin, c'était un peu compliqué. J'avais pas envie d'y aller. Je suis allé qu'à partir de 11h, tu vois. J'ai bu du café. J'ai rien fait en fait. Mais voilà, tu vois.
Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué, hein, c'est de trouver la motivation et de s'auto-manager. Et quand c'est toi qui choisis, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Cette espèce, tu dois avoir un sentiment de liberté qui est génial. Pas, tu t'es tenu par tes engagements et autres, mais je veux dire, c'est toi et toi-même, quoi, seulement. Ça doit être. C'est ça qui est bon, ouais, c'est ça qui est très bien. C'est surtout ne pas avoir à rendre de compte à qui que ce soit, quoi. Voilà. J'ai mes deadlines, je me mets mes deadlines à moi. Là, tu vois, cet appartement, fallait qu'il sorte pour la rentrée scolaire parce qu'au départ, je voulais faire une colocation. On va arriver à la rentrée scolaire, il va être fini. Mais là, vu comme ça s'est passé cet été et que en fait, j'aurais pu louer peut-être, j'avais des demandes. J'ai eu énormément de demandes. J'ai pas assez d'appart, donc je vais passer celui-là. Il devait partir en coloc, mais il va partir en location courte durée aussi. Mais ouais, le truc c'est que ouais, tu demandes rien à personne. Quoi. Vraiment, tu demandes rien à personne. Là, je crois que je suis parti en vacances. En fait, tu demandes rien à personne. T'en as rien à foutre. Si... Et puis tu peux travailler. En fait, la chance aussi qu'on a, c'est que tu peux travailler de n'importe où. En fait, si du jour au lendemain, tu veux te casser une semaine quelque part, tu te casses une semaine quelque part. Ouais, c'est ça. T'as ton téléphone à côté, le monde il continue de tourner. Et ça, c'est. En fait, moi, ce que j'explique et ce que je dis à pas mal de gens autour de moi, on a la liberté de pouvoir partir quand on veut, où on veut, tout ça. On est complètement libre. Après, on n'a pas entre guillemets la chance des salariés où eux ils déconnectent totalement pendant 15 jours, 3 semaines de vacances. On déconnecte Nous, jamais. on peut partir quand on veut, mais on déconnecte jamais à 100% en fait. C'est ça la contrepartie. Mais bon, en soi, moi ça me dérange pas plus que ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'on aime. Hein. Si on est parti là-dedans, c'est que c'est Oui, ça. bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Mais il y a des fois vraiment. Il y a des fois, là, on a réservé, j'ai réservé 2 semaines pour la Thaïlande en février. Là, j'ai même pas regardé quoi que ce soit, le planning, le truc. Je sais même pas quel jour ça c'est. On a regardé les tarifs de vol, on a pris les moins chers, basta. On n'a même pas regardé si c'était un samedi, si c'était ceci, cela. Et puis pareil, là, je dois être à ma 6e ou 7e semaine de congé pas plus que ça, je suis même pas plus que ça, mais là, je vais partir une semaine à Rennes dans 15 jours, pareil, je regarde même pas, je demande à personne. Après, j'étais déjà un peu chaud quand même. Maintenant, j'aurais été l'employeur, j'aurais été mon employeur. Je pense que j'aurais pété des piles, mais moi, ça m'arrivait de dire à mon employeur, bah écoute, cet après-midi, j'ai posé mon après-midi, je serai pas là, quoi. Je me barrais et c'était comme ça, c'était pas autrement. Après, j'avais peut-être la chance d'être dans une grosse boîte et puis qu'en fait, mon taf servait pas à grand chose, quoi. Donc, personne s'en rend compte, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, J'arrive même pas, t'inquiète. Mais là, c'est quand vraiment. tu goûtes à ça, après, tu changes pas, quoi. C'est ça. Mais là, vraiment, j'ai vraiment plus de. Et donc là, tu finis tous tes chantiers et après, l'idée, c'est de chercher des projets mais de plus passer ta vie à bricoler, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc là, maintenant, je cherche des projets. Donc, on était sur un projet là, avec un pote là, qui se fera pas parce qu'on s'est fait les devis sont trop chers et puis ça correspond pas à ce qu'on recherche. On va pas gagner assez d'argent, donc on laisse tomber. Mais c'est ça, c'est de rechercher du clé en main. Enfin, clé en main. Quand je dis clé en main, c'est que moi, je fais rien du tout. Je donne les clés, on me redonne les clés et c'est fini. Je mets en lock. C'est ce qu'il faut faire. En fait, à un moment donné, si tu veux passer un cap, tu veux accélérer, acheter plus de biens. Obligatoire. Et en gros, toi, il faut que tu te dises, toi, ce que tu aimes faire, c'est rechercher les biens, rechercher le financement. Tu te focalises à ça, tu cherches le bien. Une fois que tu as trouvé le bien, tu files à ton architecte ou ton maître d'œuvre, il prend le relais, il fait les travaux et toi, pendant ce temps, tu cherches le bien, et ainsi de suite. Après, voilà, au début, c'est compliqué. On est tous passés par là. Au début, on a fait un bien, on a mis un peu la main à la pâte et tout. Maintenant, moi, je sais que maintenant, je fais le moins possible. Même ma résidence principale, si je peux éviter de faire des choses, je fais rien. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et le but, après, voilà. Et moi, le locatif, ça m'intéresse de moins en moins. Là, j'ai des projets d'achat-revente qui sont en cours. J'ai des offres qui sont passées et puis après je veux relancer une société commerciale à côté et puis passer complètement à autre chose. C'était le projet à la base. Moi, l'immobilier, ça a toujours été je l'ai vu de quoi construire mon parachute pour pouvoir quitter le salariat avec le parachute en boule dans le sac. Mais c'est pas ça qui m'intéresse en fait. C'est c'est plutôt de monter des entreprises, de lancer des business à côté. Là, je suis en train de bosser là-dessus, mais c'est mon side project qui va devenir mon projet principal après.
Mais Tu parles déjà de ce que c'est ou pas encore? non, pas encore, ouais, pas encore. Parce que c'est un marché qui est pas trop, dont tout le monde s'en fout en fait, mais que tout le monde a besoin j'aimerais bien. J'ai une petite idée qu'il faut que je mette en place et je parlerai de l'idée quand j'en aurai besoin. Voilà. Mais pour l'instant, non. C'est cool. Mais voilà, je suis en train d'aligner mes pions là. Je bosse là-dessus à côté. Et puis sinon, ouais, du marchand de biens, voilà. Et puis s'il y a des projets locatifs qui passent par là, qui sont bons, bah, Ouais, on se refuse jamais de gagner un peu d'argent facilement, quoi. ouais, Enfin, ça, ouais. simplement, on va dire. C'est ça, exactement. Je te rejoins sur le fait que l'immobilier, c'est quand même, je sais pas le plus simple, mais c'est un des moyens les plus simples, notamment en France, avec les facilités Ouais. d'accès au crédit. Maintenant, c'est plus contestable, mais c'est quand même un moyen très simple d'accéder à la richesse absolue, je sais pas, mais d'accéder à un certain confort pour À la après être liberté plus libéré. financière, on va dire. Ouais, la liberté financière et un certain confort, parce que l'avantage qu'on a en France, c'est que toute personne, ou du moins qui sont en CDI, bah, elle peut faire un financement, elle peut faire un crédit, peut acheter un bien, sans pour autant faire de l'investissement locatif. Hein. C'est ça. Comme on disait, comme on avait déjà dit avec Mathieu, quelqu'un qui veut pas faire d'investissement locatif, il fait sa résidence principale, il l'achète, il la rénove, il la revend, il se fait de l'argent. Ouais, Tout c'est ça. simplement. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Il peut se faire beaucoup d'argent, il peut s'en faire beaucoup plus rapidement. Et quelqu'un qui veut pas s'embêter, il fait que des résidences principales, il achète, il les revend, et il fait plein de petites culbutes comme ça. Et puis après, il part avec une bonne base et des bonnes fondations, quoi. Donc, C'est ça. pour moi, c'est faisable pour tout le monde. Mais après, il faut juste le comprendre que c'est faisable et y croire, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, celui qui veut vraiment, il peut le faire. Après, ça dépendra en fait de où tu pars. Tout dépend de où tu pars, mais voilà, tu vas peut-être en chier beaucoup plus. Tu seras peut-être pas la même vélocité. Il va peut-être falloir que tu trimes 3 fois plus, tu vois. Mais Ouais, puis voilà, c'est le jeu, faisable. hein, c'est le jeu et c'est partout pareil. Hein, voilà. Après, ce que je dis, quand je dis que c'est simple, je dis pas que c'est facile, mais la recette, elle est quand même, elle est basique. Oui. Je veux dire, on la connaît tous. Enfin, on la connaît tous, ou on peut la trouver en 2 secondes sur Internet. C'est ça. Après, il y a juste à le faire, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis après, c'est pareil, tu sais. Comme tu dis, on peut tout trouver sur Internet. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, et je pense que c'est le problème majeur, c'est la surinformation. C'est un problème qui est pas que dans l'IMO, hein, c'est dans partout. Et je parlais avec des anciens, tu vois, les mecs, ils ont 60, 70 balais, et ils ont fait de l'immobilier, ils sont là, ouais, les jeunes, machin, maintenant c'est super simple et tout. Et je leur dis, souvent je leur réponds ça, je leur dis, non, non, mais c'est pas simple du tout. Vous achetiez un bien, vous achetiez, vous mettez en loc, basta. Nous, allez, ok, je veux faire de l'immobilier, je vais sur Internet. Alors, qu'est-ce que je fais? De la coloc, de la LCD, ceci, cela. La fiscalité, ça me fait peur. Alors, la fiscalité, je vais faire quoi? Du nu, du meublé. C'est que ça. Ouais, tu peux vite tomber dans la La surformation, tu vois. T'as des mecs qui vont te faire peur parce qu'ils ont un coaching à te vendre ou un truc comme ça. Et en fait, il va te dire ouais, attention, si tu connais pas la loi L 600 machin du tiret du truc, attention, ton locataire il va te la mettre dans le cul. Et puis là, tu te dis bon bah en fait non, il faut absolument sa formation. Et puis tu te formes dans tous les sens. Et en fait, voilà. Donc ouais, mais c'est ce qu'on dit à un moment donné, il faut arrêter de se former. La meilleure formation, c'est le terrain, quoi. Exactement. C'est d'aller visiter. Il faut y aller, tu prends des murs dans la gueule. Une fois, tu y vas, tu prends un mur dans la gueule, ok, tu recules, tu évites ce mur et tu passes par quelques d'autres. Tu reprends un mur dans la gueule, tu recules, tu passes à un autre endroit. À un moment donné, il faut en prendre dans la gueule. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. La théorie, c'est bien beau, mais il faut de la pratique. C'est souvent le problème que je vois parce que je fais aussi quelques coachings à côté. Je fais pas trop de pub par rapport à ça, mais il y a des gens qui me contactent, qui me disent voilà, si tu peux nous accompagner, quoi. Donc j'accompagne volontiers et c'est souvent ça, quoi. C'est souvent une question. Il y a trop de questions en fait. Le problème c'est ça, il y a trop de questions. Il y a ok, et si ça se passe bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et ça se passe, voilà. T'avances, voilà. J'ai un mec que je coachais là, que je suis en train de coacher. Il va acheter son premier bien. Il visitait, mais il faisait pas d'offre. Et il me disait ouais là on n'est pas assez rentable ceci cela, mais je dis vas-y fais une offre, tiens on offre à temps, et à combien ça serait rentable? Il me dit ouais je ferai une offre à temps mais c'est trop. Je dis vas-y fais l'offre tu verras. Et il a fait l'offre et c'est passé, il était sur le cul et voilà quoi. Et ça lui a débloqué. C'est souvent ça quoi, c'est souvent. Elle débloque en fait. C'est le problème. Il y a des gens, ils se rendent pas compte qu'ils peuvent faire une offre basse. Moi, c'est ce que j'expliquais à un ami qui a mis sa maison en vente. Il a mis très cher sa maison et il disait qu'il y avait une marge de négociation. Mais ce que je lui ai expliqué, tu sais, je lui disais que la plupart des gens,
ils se rendent pas compte que tu as une marge de négociation aussi importante. Ils vont pas la négocier la maison parce que pour eux, c'est pas réalisable ce genre de négo. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens, ils se rendent pas compte qu'ils peuvent négocier, qu'ils peuvent tenter. Ouais, Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Une offre, ça peut remonter, mais une offre, tu peux pas la rebaisser, autrement tu passes pour un con si tu la rebaisses. Mais la remontée, c'est vraiment faisable de la remonter. Rebaisser, ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est. C'est ça. Ouais, mais bon, après. Mais ça, c'est un truc que je comprends pas, c'est pourquoi les gens font pas d'offre. Ils visitent, c'est trop cher, au pire, ils font une offre, ils pulvérisent le prix, ça passe pas et autres. Enfin, ceci dit, l'autre jour, c'était le truc qu'on a visité ensemble à la Baule, là où on fait une offre, on baisse le prix de, je sais pas, 20, 25%, je sais plus, enfin, même pas, je sais plus combien. Belle offre. Elle me répond, non, mais vous pouvez pas baisser le prix de plus de 5% sur une offre ou de moins de plus de 10%. Elle dit un truc comme ça arbitraire. C'est des malades, c'est des gros malades. Et d'ailleurs, vous savez la négociation moyenne par rapport au prix affiché sur Le Bon Coin ? 2-3%, non ? Je sais pas. Non, c'est 12. 12 quand même. 12% de moyenne. Okay. Entre le prix affiché et le prix payé chez le notaire, c'est moins 12% en moyenne apparemment. Ok, d'accord. Bah écoute, ouais. J'ai entendu, j'ai pas vérifié la source, mais je veux bien y croire. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Non, mais ça m'étonne pas parce que tu sais, sur Le Bon Coin, il y a aussi beaucoup de particuliers. Et en général, les particuliers, quand ils mettent un truc en vente, ils veulent vendre 260, ils vont se dire bon, je le mets à 270 parce que les gens, ils vont négocier un petit peu. Tu vois, ils font toujours ça. Les gens. Ouais. Donc les autres, dans l'autre sens, ils savent que tu peux négocier 5 à 10 000 euros. J'en vois tous ceux qui vendent des terrains autour de chez moi, ils ont cru qu'ils étaient à Las Vegas. Voilà, c'est pareil, j'ai visité un immeuble là-bas pour faire du marchand. L'autre, il a cru qu'il avait une pépite, je pense. Je pense qu'il pensait que c'était sur une mine d'or, quoi. Vraiment, je crois que c'était affiché à 860. Bon, après, il y avait 1200 mètres carrés quand même de plateau. Il avait affiché à 860. Je suis arrivé, j'ai déboulé. On a réfléchi avec mon associé. Et avec mon associé, il me dit non, mais on peut pas faire d'offre au-dessus de. Alors au début, il voulait faire une offre à 150. Ah oui. Et quand j'en ai parlé à l'agent, il m'a dit oh là, non, mais là, c'est trop. Et on a fait une offre à 450 au lieu de 860. Et on a eu une contre-offre. Ouais, c'est ça, ouais. Et on a eu une contre-offre à 530. On n'a rien compris du tout. Et voilà. Bon, après, ça se fera pas parce que c'est tout l'agent immobilier était nul à chier, en fait, et il nous a pas du tout vendu le même produit que le produit qui était en vente. Donc, c'est 0 sur 20, 0 sur 20. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse l'offre à 150 pour que ça soit une bonne affaire. Donc, on peut pas y aller. Mais voilà, ouais, faut pas hésiter à faire des offres. Faut faire des offres d'enfoirés, et puis voilà. Après. Sur un malentendu, ça passe, quoi. Quoi ? De quoi ? Ah. Attends, pardon. Je disais sur un malentendu, ça passe. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement, ouais. Exactement. Après, faut pas débouler aussi en disant ouais, moi, pour que ça marche, il faut que je fasse mon offre à temps et puis faire une offre vers quelqu'un que tu connais pas ou quoi. Il faut quand même pas passer pour un bouffon. Ou saccager le bien quand tu visites en disant c'est vraiment de la merde ou telle peinture c'est nul et autres, t'en sais rien, ça se trouve la grand-mère du gars elle vivait là encore la semaine dernière et t'es en train de défoncer la maison de son enfance, il faut quand même être... Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, puis il faut rester cohérent par rapport au marché, mais voilà, si vous regardez sur Le Bon Coin et puis vous voyez des trucs, vous dites c'est pas rentable, machin, si c'est trop cher par rapport au marché, il faut aller visiter quand même parce que vous pouvez tenter une offre pour remettre le vendeur dans la réalité, quoi. Bah, bien sûr. À force de recevoir des offres basses, il va se dire bon ok, en fait si je reçois que des offres à ce prix-là, c'est que je suis trop, donc il va finir par comprendre. T'as 4 copains qui vont visiter en même temps, qui font des offres à moitié prix de la tienne, et puis bon, ils trouvent que la tienne elle est bien, quoi. Ça on a déjà fait, ouais. C'est pas mal, tout le monde a fait ça. C'est très bien. Il y a un sujet où j'aurais bien aimé qu'on en parle. On en a parlé au début, c'est les DPE. Ouais. Je crois que tu t'es un peu spécialisé là-dedans, ou tu devais sortir une formation là-dessus, non ? Ouais. Alors moi, je sais pas. Alors, je suis en train de la tourner là. J'ai fait une prévente. Donc voilà. Je suis en train de la tourner. Et je me suis chauffé à faire ça parce qu'en fait, moi, l'histoire des DPE et tout ça, ça m'a jamais trop fait peur en fait, parce que moi, je suis ingénieur aéronautique de formation et j'avais pris l'option, c'était l'option AET, c'est l'option aérodynamique, énergétique et thermique. Donc là, tout ce qui est thermique et tout ça. Okay. Je pense que je gère un petit peu et en fait il y a vraiment rien de compliqué dans le truc, dans les DPE et tout ça, et moi j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur j'ai le logiciel qui est posé qui est installé sur le PC des diagnostiqueurs immobiliers et je peux moi faire mes scénarios si je pose une pompe à chaleur, un truc, un machin directement du bien que j'ai visité.
Et comme ça, je peux tout de suite en fait me dire que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, comment je vais pouvoir remonter ma note. Et voilà, donc je mets ça j'ai fait une formation, je suis en train de tourner le deuxième module là, dans laquelle en fait je vais réexpliquer de A à Z ce qu'est la thermique, revenir vraiment aux bases pour que pendant une visite en fait tu comprennes, que les gens puissent comprendre directement où est le point faible, où il faudra isoler, où est le mur qui sert à rien, que celui-là il n'y a pas de déperdition donc on n'a pas besoin de l'isoler, et puis pour pouvoir devenir en fait une machine. Il y a beaucoup de personnes qui se chient dessus en fait par rapport à ça, parce que encore une fois il y a la DPE, le truc, le machin. Mais en fait, une fois que tu as capté le truc, moi je rentre dans un appart, je peux quasiment te dire la note sans avoir comme ça. En 10 minutes, je te dis à peu près la note que c'est, et je me gourre pas souvent. Et donc, je sais directement que ce mur-là sera isolé, pas celui-là. Et puis en fait, des fois, pour 3-4 000 balles, bah, tu sors une, Bah oui, tu sors une note en fait, tu sors une note un peu meilleure. Oh, Déjà, là maintenant, moi j'avais discuté avec un diagnostiqueur, tu vas me dire si c'est des conneries ou pas, mais la plupart du temps, il me disait si tu rajoutes déjà une climatisation réversible, à partir du moment où tu mets ça, tu gagnes déjà ta note, déjà elle gagne d'un cran déjà facilement. Bah tu peux déjà bien remonter, mais vraiment ce qui te fait vraiment gagner des notes, si t'es dans une passoire thermique, si t'es dans une passoire, hein, si t'es dans une passoire, ton mode de chauffage il va pas améliorer grand chose, mais dès que t'isoles en fait, direct tu remontes 2-3 notes faciles, quoi. Mais le souci de l'isolation, c'est que tu rentres assez vite dans des gros travaux, des trucs un peu impactants et tout. C'est ça, ouais. Donc c'est pour ça que si tu sais quel mur isoler, bah tu peux tout de suite vraiment intervenir de façon chirurgicale. Si tu es au dernier étage et puis que tu as des combles perdus, bah tu peux tout de suite balancer de la laine de verre dans le comble. Et puis tu te remontes ta note vraiment nickel, quoi. Et voilà, donc c'est pour ça que dans la formation, je vais tout refaire, expliquer comment on se sert du logiciel aussi, aller en visite pour montrer ce qu'il faut regarder, comment voir, comment appliquer, où on isole, qu'est-ce qu'on peut faire comme mode de chauffage, l'eau chaude, le truc. Et puis il y aura un dernier module sur tout ce qui existe comme système pour pouvoir remonter ta note. Et puis tout ce qui n'est pas rentable ou rentable. Comme ça, si t'es un artisan qui déboule et puis qui te dit tiens, il faut mettre une clim, une double flux, je sais pas quoi, bah tu lui dis non, une simple flux ça va suffire. N'essaye pas je veux rester rentable. Donc okay. Voilà. Mais du coup, de par ce que tu dis, il n'y a pas de, on va dire, il y a pas de petits tips ou de petites solutions miracles pour dans tous les cas faire passer une lettre G de manière pas chère pour la faire progresser. Il n'y a pas des trucs vraiment types au diagnostiqueur peut-être, d'une bonne bouteille de vin au diagnostiqueur. Bah, le problème c'est que vu que ton DPE il est maintenant contestable, c'est fini ça. Avant ça se faisait, hein. Ouais, avant les anciens c'est comme ça qu'ils faisaient, hein. Le diagnostiqueur il avait dans la poche, il lui donnait un billet, il mettait une bonne note et puis basta. C'est ça, tu donnais des fausses factures, EDF, tu changeais l'adresse, puis basta. T'avais un logement de 150 mètres carrés qui allumait le chauffage une fois dans l'année, puis t'étais en A, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, histoire de bien comprendre, il est fait comment le diagnostic? De moi, ce que j'ai retenu, c'est que le gars, il rentre, s'il ne voit pas les factures d'isolation, il part du principe qu'il n'y a pas d'isolation. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc c'est un peu plus compliqué, ça dépend des diagnostiqueurs, mais la majeure partie des trucs, c'est ça, ouais. Donc en fait, c'est un logiciel dans lequel tu rentres la composition de ton appartement, tu dis bah j'ai un mur de 6 mètres carrés qui donne plein nord, qui est pas isolé. Puis tu fais vraiment tu construis l'enveloppe de l'appartement, et puis grâce à ça, tu as le logiciel qui va calculer l'énergie qu'il va te falloir pour chauffer ce logement-là, quoi. Et en gros, bah, il faut que tu réduises tes déperditions pour remonter ta note. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut isoler les bons murs, peut-être isoler le plancher, peut-être le plafond, et puis après, tu peux jouer. Alors, c'est là où tu peux gagner quelques notes. Ouais, c'est sur le mode de chauffage aussi. Donc, tu peux améliorer la note par rapport à ça. Mais en gros, non, il n'y a plus d'histoire de facture. Et puis, pour l'isolation, ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu chiant. Si le diagnostiqueur a la flemme, il marque que c'est pas isolé, et puis voilà, tu peux vite. Ouais, mais c'est ouf parce que ça se trouve, c'est isolé derrière. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, il y a des appartements comme ça que j'ai visités où le mec a mis, c'était des passoires thermiques sur le papier.
Sauf que tu démontes une prise, tu regardes derrière et il y a l'isolant. Il y a l'isolant, tu plantes ton tournevis dans l'isolant, puis en fait tu te rends compte que tu as 10 d'isolant et qu'en fait tout va bien, quoi. Mais vu que le diagnostiqueur a estimé que c'était pas isolé, ben pourquoi il a estimé que c'était pas isolé? En fait, eux, c'est comme le diagnostic de gaz ou le diagnostic de plomb, ou je sais pas quoi, ou de l'amiante. S'il le voit pas, voilà, il va pas démonter, il va pas faire quoi que ce soit. Tu peux avoir un sol, les vieilles dalles en PVC collées avec la colle là, qui est pleine d'amiante. Si t'as fait un parquet par-dessus, hop, ton appart, il y a plus d'amiante, il y a plus rien. Oui. Là, c'est pareil. S'ils voient pas, et voilà, il y a certains diagnostiqueurs qui vont se faire un peu chier parce que ils vont se rendre compte que t'as refait des travaux il y a pas si longtemps, donc voilà. Si t'as des factures d'isolant, c'est tant mieux, c'est une preuve, donc ça c'est ok. Si t'as des photos, ça marche aussi. Mais les photos, ça marche. Les photos, ça marche, ouais. Là, je me suis demandé ce qu'on a refait un appart à Nantes et au moment où on a mis l'isolation, j'avais pris en photo parce qu'on le faisait avec un pote en fait. Ouais. Donc j'avais pas de facture et j'avais pris en photo l'isolant qu'on a mis, mais je me suis dit bon, c'est sûr, ça marchera pas. Si. Et de toute façon, diagnostic, je crois que je l'ai même pas refait, que le bail, je sais plus, je sais plus où j'en suis, mais bon, bref. Mais j'avais pris en photo. On des photos, puis si t'as acheté l'isolant, t'as bien une facture quelque part, donc. Ouais, j'avais pris en photo l'étiquette de l'isolant installé, l'isolant encapsulé et tout. Là, tu peux. Normalement, ça passe. Après, si t'as un diagnostiqueur qui est un peu casse-couille, il va te dire non, mais je me fais pas chier, machin. Mais souvent, voilà. Et après, si t'as un plaquiste dans ta poche, tu lui dis de te faire une fausse facture, comme quoi il a isolé, et puis voilà. Et c'est ça qui est ouf, en fait, c'est que. Ouais, non, mais ça reste un système français où en fait ils mettent une loi qui casse les couilles, mais t'as 650 portes de sortie ou d'exception, un truc comme ça. Donc. Non, mais en fait, ça reste un système français où on veut faire un truc fondamentalement qui est bien. Voilà. Mais en même temps, on va te les briser menus et ça va être arbitraire parce que c'est fait pour la masse et que du coup, forcément, ça déconne. Sauf que là, j'ai quand même l'impression que ça déconne dans les grandes largeurs. Ouais. Et mine de rien, tu peux quand même filouter comme les radars où c'est 130, mais en fait, on sait que tout ce que 137, ça marche quand même. Ah, mais c'est que ça, ouais, c'est que ça. Alors qu'en Suisse, c'est de 1 à 5, t'as déjà une amende, je crois. À la suite, c'est relou. Mais non, bon, après, fondamentalement, c'est vrai que c'est bien. Au moins, on sait où on en est, puis on n'achète pas des tas de merde où on te dit ouais c'est logement A parce que le mec avant il mettait des pulls ou des trucs comme ça, quoi. Et puis tu loues ça, puis en fait le locataire il se barre au bout de 6 mois parce qu'en fait l'hiver c'est infernal et c'est inchauffable, quoi. C'est vrai que voilà. Mais bon, il y a tellement les mecs qui c'est comme l'histoire de dire on va rénover le parc énergétique. Bah ouais, c'est bien, ils font des grandes annonces, on débloque des milliards, mais le problème c'est que personne n'est formé parce que ça fait 20 ans qu'on dit aux jeunes que le bâtiment c'est de la merde et qu'il faut faire des grandes études, tu vois. Donc il y a personne qui s'est posé les placos. Ouais, et voilà, c'est que ça, on est là, oui, les grandes annonces, les trucs. Le DPE, vous allez voir, ça va révolutionner tout le bordel, sauf que tu vas dans le cul, quoi. Ouais, et puis on débloque des milliards, sauf que quand tu regardes les plafonds, en fait, tu connais jamais personne qui a le droit. Et les seules personnes qui ont le droit aux aides, finalement, c'est malheureusement les personnes qui soit sont pas propriétaires ou ont pas de base même pas les moyens de faire les travaux. Ils n'ont pas les moyens de faire les travaux, donc ouais. Ouais. Après, je dis pas qu'il faut pas aider ces gens-là, au contraire, mais les plafonds, ils sont un peu. Après, c'est compliqué, il n'y a pas de système parfait, mais c'est vrai que bon, le DPE. Après, le DPE, une fois qu'on gère les choses, une fois qu'on sait ce qu'on fait, je te dis, en une visite, tu sais ce qu'il va falloir faire, tu sais estimer à peu près, et souvent pour sortir une passoire thermique qui des fois ne l'est pas parce que tu as repéré que c'est déjà isolé. Pour sortir une passoire thermique, des fois c'est un coût à 3-4 000 balles et tu isoles le bon mur au bon endroit et puis voilà, quoi, c'est reparti. Donc je t'enverrai peut-être un DPE du coup. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant d'en parler parce que c'est le sujet, c'est un peu le sujet un peu à la mode de cette année là, donc je trouve que c'était intéressant d'en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça va les intéresser de savoir ça, et puis même
de savoir que tu lances une formation là-dedans, ça peut aider beaucoup de gens parce que ça peut être un argument de négociation à la fois quand un vendeur vend un bien qui a la note G, mais quand tu es en connaissance de cause et tu sais qu'en fait, t'as pas tant de travaux que ça pour le remettre au goût du jour et au bon diagnostic, et ben en fait, tu peux t'engager sur des trucs à G en fait. Mathieu, il vend un appartement en G en ce moment là d'ailleurs. Tu peux négocier fortement. On va pouvoir aller lui sacrifier le prix et puis en fait. Mais non, mais moi j'ai le cas là, j'ai un appartement qui a été passé en passoire thermique. Donc si j'avais voulu le vendre, bah, il aurait été affiché en passoire thermique si je connaissais rien. Et en fait le diagnostiqueur il m'a mis l'appart comme quoi il avait les 4 murs qui donnaient sur l'extérieur, sauf que c'est dans un immeuble qui est mitoyen des deux côtés. Donc j'ai 2 murs qui donnent sur des locaux chauffés, donc où il n'y a pas de perte, où il n'y a pas de perte, mais dans le logiciel il a coché la case où ça donne sur l'extérieur. Donc c'est pas du tout les mêmes calculs. Et moi, j'ai repassé ça dans mon logiciel. J'ai refait la simulation et en fait, mon logement, il est en D, quoi. Il est en D et j'ai plus qu'à, là, j'isole un mur, et puis, je monte en C. Voilà. Et je serai tranquille. J'ai 2 murs mitoyens, faut que je regarde ce qu'il m'a fait. Bah, regarde, hein. Parce qu'il y a souvent, les diagnostiqueurs, la semaine dernière, ils vendaient des fleurs, hein. Et donc, exactement. C'est vrai, en plus, moi, j'ai un pote qui s'était lancé diagnostiqueur, la semaine d'avant, il avait fait un BTS électrotech, rien à voir. Voilà, tu vois, je te le dis, mais voilà, c'est comme les pompiers, rien à faire. Et voilà, c'est infernal, mais c'est que ça. Les agents immobiliers, la semaine dernière, ils vendaient des chaussures, maintenant ils vendent des baraques, là. Les mecs, c'est ce que je dis moi en général, les mecs de IAD, Safety, toutes ces conneries. Les mecs le matin ils sont pâtissiers, l'après-midi ils sont. Ouais, c'est ça. Non. Ils t'ouvrent la porte, ils s'asseyent sur le canapé, puis ils te disent de t'imprégner de l'esprit du bâtiment. Et, voilà. Et si tu leur demandes si c'est chauffage collectif, ils te disent qu'il faut que tu construises. Vous avez pensé à construire? Non mais attends, non. J'ai eu le cas. Hein, j'ai un pote qui a eu le cas, laisse tomber. Les agents, c'est zéro. C'est zéro. Yes, bah écoute, c'est cool en tout cas. C'est cool de parler de tout ça et de parler de direct, de ton expérience, des choses qu'on parle pas habituellement. Ouais, donc, j'espère que ça intéresse les gens et que ça peut motiver des gens à passer l'action. Ouais. Carrément. Voilà. Carrément. Je vais reprendre Par contre, il faut qu'on fasse attention parce que tu es la deuxième personne qu'on fait passer avec nous et toi aussi, il t'est arrivé des galères pas possibles. Ouais, mais bon, après... J'avoue qu'on ramène des sacrés loustiques à chaque fois quand même. Après, bon, du coup, ne pas avoir de galère, hein, mais bon, tu sais, tu fais un mastéos, on te donne les clés. On te donne les clés d'une coloc qu'on t'a vendue à 15%, tu sais, ou à 300 € de cash flow, mais il faut que tu remplisses ta coloc de 15 chambres pendant 11 mois et demi. Bon, bah, voilà, là, t'auras un mec qui a pas trop de galère, quoi, mais bon. Et surtout, tu achètes le bien beaucoup plus cher que ce qu'il vaut. Voilà, ouais, après, voilà, faut faire gaffe, hein, les gens Bah, je trouve que ceux qui ont pas trop de galères et qui sont souvent sur la plage, bon, je sais pas trop ce qu'ils font, mais voilà. Après, ils ont peut-être beaucoup d'argent déjà, ils ont déjà beaucoup de thunes et ils gèrent juste leur téléphone, quoi. Tu sais, il y a des gens, ils sortent de là, ils ont déjà beaucoup d'argent. Moi, c'est ce que je disais, hein. Tu te lances dans l'immobilier, tu as 500 000 € sur ton compte demain, bah, je peux te dire que ta vie, c'est pas la même, hein. De suite, les agents immobiliers, ils vont venir te voir. De suite, les artisans, bah, tu vas passer avec un architecte, un avocat, un maître d'œuvre sera plus simple. De suite, tu vas déléguer. De suite, si tu as un pépin sur un chantier, bah, tu vas pouvoir compléter parce que tu as de l'argent de côté. De toute façon, le nerf de la guerre dans l'immobilier, c'est l'argent. Si tu n'as pas d'épargne de côté... Oui, c'est le nerf de partout, hein, dans ce monde. C'est le cash is king, donc... C'est pour ça, et c'est pour ça qu'il faut se bouger le derche et pas attendre une fois par mois. Enfin, moi, c'est ma vision des choses, hein. C'est vraiment qu'il faut se bouger. C'est ce que tu as mis dans une vidéo YouTube tout à l'heure. J'ai checké un peu parce que quand Mathieu il m'a dit on fait un podcast avec Florent, je savais pas qui c'était. Donc j'ai regardé un peu ton compte et j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube où à un moment tu parles de ça. Tu parles pas bougez-vous le cul ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'était un peu c'était les mots de la fin du podcast. C'était bougez-vous le cul. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, c'est le BLC. Ouais, c'est le BLC. C'est battez-vous les couilles des regards des autres et bougez-vous le cul. Ouais. Magique. Et bien on va finir là-dessus. On est pas mal là, non ? Ouais, le double DLC en conclusion. Ouais. En conclusion, bougez-vous le cul. On s'en bat les couilles des autres et bougez-vous le cul. Mais c'est vrai, c'est Yann Darwin qui disait tout le temps ça dans son business en bagnole. Là. Parce que Yann Darwin, j'aime beaucoup sa façon de parler. Il est très simple aussi comme ça. Ouais. Il s'en bat les couilles en fait. Il chie sur la gueule de tout le monde et puis il les emmerde. C'est ça que j'aime bien. Et puis c'est exactement le même principe.
Ben, on va finir sur cette belle note. Ça va. Bah, écoute. Yes, messieurs. Ben, écoute, en tout cas, merci à toi, Florent. En tout cas, c'était cool de parler avec toi de ton expérience et tout ça. À l'occasion, faudra qu'on rediscute. Hein. On a encore beaucoup de choses à dire, je pense. Ouais, là, on a effleuré. On a à peine commencé. On a à peine commencé. Ouais, c'est ça, on n'a rien dit en fait. Ouais, exactement, on a juste parlé pendant 1h30, mais on n'a rien dit. C'est ça, ouais. Bon, ouais. Tu pourrais parler des semaines complètes. Bah, c'est ça, avec nos mais voilà. Bon, on clôture le podcast et sortez-vous les doigts du cul, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. Yes. Bon, mais merci à vous tous en tout cas. Et bien, yes, sortez-vous le doigt du cul et puis allez au charbon. Merci à vous.